Et encore une fois, évidemment, oui, je généralise parce que c'est mon métier de généraliser. Sinon les sociologues ne serviraient pas à grand chose. Et beaucoup ne servent pas à grand chose d'ailleurs. Ouais, je tire tout le monde. Ouais. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. On distribue les pains. Hello tout le monde, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razi et je viens de savonner sur mon intro, mais c'est pas grave. Toujours accompagné dans mon salon de mon gars sûr, Dr H. Salut. On est en effectif réduit aujourd'hui parce que Gaëlle n'est pas là. Elle est au théâtre. Elle va revenir pendant l'émission. Mourad est dans le chat. Depuis qu'il rebosse là, Mourad, c'est plus compliqué pour lui parce qu'il se lève très tôt. Il bosse sur des horaires de matinale de radio là, donc ouais. Mais en tout cas, on l'embrasse fort. Et puis en tout cas, ça fait trop plaisir de vous revoir pour l'épisode 59 déjà. C'est une dinguerie. Ah oui. Dinguerie. Ouais, franchement. Ouais, dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai décrété que le sujet du thème principal de cette émission, ce serait le Penchak Silat. Et justement, et Hamza qui en est un de ses représentants français et pas des moindres, parce qu'on parle d'une personne à ma gauche qui, certes, a un doctorat et qui peut tabasser à l'aide d'arguments, mais il a aussi la capacité de se défendre avec les mains et pas que en parlant, parce que il est... Attends, c'est quoi? C'est vice-champion d'Europe Je suis champion d'Europe. Non, champion d'Europe. 2019. De Penchak Silat. On va parler de ça. Voilà. Et on va vous expliquer aussi pourquoi le adios. Adios, Dr H. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Il va nous expliquer pourquoi. Mais avant ça, évidemment, on voulait remercier toutes les personnes qui nous aident et qui nous soutiennent. Si vous voulez nous aider avec vos entreprises, vous le pouvez, comme l'ont fait E2TS, comme l'ont fait aussi... Alors attendez, on a aussi ce cabinet là de G-Flox Gang dans le chat qui propose d'ailleurs. Alors là, c'est ouf et écoutez bien tous. Hein, c'est un truc spécial pour les cracks qui propose c'est un cabinet paramédical en Haute-Savoie et il propose de faire un accompagnement des conseils en phytothérapie, un accompagnement en alimentation thérapeutique pour les intéressés. Vous les contactez via Discord, G-Flox Gang. Et en plus, tarif de prestations libres, sans obligation. Voilà, tout le monde met ce qu'il peut, etc. Donc je trouve ça très noble de leur part. Franchement, merci beaucoup. Ah ouais, franchement. C'est un beau modèle en plus. Ah ouais, super beau modèle. Moi j'adore. Et bien sûr le Cha Food Truck de Tigerie dans le 91 qui nous soutient. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Voilà, si vous voulez nous soutenir, on va y aller ensemble. Ah ouais. On va y aller ensemble. Ouais, bien sûr, il y a pas de souci. Évidemment, on vous lit. Merci pour le soutien sur Tipeee ou autre. Merci aussi à celles et ceux qui ont pris des places pour venir me voir. Demain soir, je suis à Rennes et je serai en compagnie de Gaëlle. Si vous voulez nous voir en vrai et que vous êtes dans Breton ou dans la région, n'hésitez pas. C'est mon spectacle, c'est les 2 dernières. Fallait être là, donc j'ai trop hâte de vous voir le 25 octobre, donc c'est demain. Et puis sinon, le 26 novembre à Paris. Qu'est-ce que je voulais dire? On va lire les messages que vous nous envoyez comme d'habitude. Les petits messages je prends Nafta qui me dit merde. Les petits messages que je vous avais écrits sur le dernier épisode. Parce qu'on charbonne. Hein. Tu sais que, alors petite anecdote, on a quelqu'un qui était venu chez nous à la maison juste pour assister à un épisode. Mais un peu par hasard, je sais pas si tu te souviens, c'était Mehdi Desbras. Voilà, je me souviens. Qui avait fait un challenge très intéressant. Ouais, qui avait fait un pari Alger à pied et Alger-Paris à pied et qui a ensuite décidé de faire un autre challenge, c'est de s'isoler pendant 6 mois sans croiser personne, et il y avait tout un système de on vient lui apporter à manger mais il croise pas, machin. Coupure sociale, etc. Ouais, c'est ça. C'est intéressant ça. Et ben ça y est, il est revenu. Ah, je me demandais, j'allais demander. Il est revenu, il est en train de monter toutes ces petites vidéos pour raconter tous ces épisodes parce que tout s'est pas passé exactement comme prévu. J'en suis sûr, c'est normal. Bah, c'est normal. Normal. C'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Mehdi est en train de rattraper les CKR et il a dit à Émilie, notre amie qui nous l'a présenté, il a dit mais attends, mais moi quand j'étais venu les voir, ils en étaient à l'épisode 5. Ah ouais. Et là, j'arrive et je vois 57, 58. Il m'a dit putain, mais ils ont charbonné, c'est fort quoi. Et c'est gentil. Tu peux prononcer mon nom en entier avec tous les chiffres now. Ah bien, Julie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5. Elle a dû mettre nombre pi. Merci beaucoup pour l'abo en tout cas, merci beaucoup. Tu déchires Julie. Hein? Elle a dû mettre le nombre pi comme ça. Ouais, voilà, comme ça, ouais, Julie Pi. Et merci pour les billets dans le chat, merci, ça fait plaisir. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, c'est vrai qu'on a charbonné. On s'en rend pas compte comme ça, mais... Vrai. Putain, on a trop charbonné bien. Quoi. Ah ouais, c'est cool, vraiment, c'est trop cool. Je suis content. Faudrait que hâte de le revoir pour qu'il nous raconte. Ouais, tout à fait.
Ça m'intéresserait énormément. Bah ouais, et il avait dit qu'il avait adoré l'épisode sur la sorcellerie. Voilà, sache-le. Donc, mais c'est vrai qu'on avait parlé jusqu'à peut-être 1h du matin. Hein, on était resté tard après l'émission quand il était venu. C'était très passionnant. Mais c'est des choses. Oui, parce que toi, en fait, t'avais des interrogations ou des appréhensions à l'idée de te couper socialement comme ça, parce que. Oui, c'est pas facile. Psychologiquement, fait, c'est pas facile. Et parce que l'humain est pas fait de base pour rester seul, c'est ça? Oui, tout à fait. Il a fait les deux, Loubiano, Paris-Alger, ensuite Alger-Paris. C'est super intéressant. En fait, c'est une vraie question. Si tu veux, il n'y a pas d'absolu, mais c'est plutôt des questions de moment et de volonté. Ouais. En gros, si tu as envie, si tu es dans une démarche volontaire de coupure, d'être dans une retraite, parce que là, littéralement, il a fait la configuration d'une retraite. C'est une retraite qu'on peut qualifier d'extrême, en vrai, parce que généralement, les retraites, c'est dans les différentes spiritualités, etc. C'est quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, parfois un mois. Mais là, 6 mois, c'est ça. Hein, 6 mois, c'est puissant. Hein. Mais ça aussi, c'est intéressant. C'est pour ça que faudrait vraiment que je m'entraîne avec lui, parce que tu te rends compte quand même que c'est aussi une forme de sanction dans les prisons quand même. Ah ouais, c'est vrai. C'est l'isolement et tout. Sauf que là, lui, il avait des poules. Oui, voilà. Non, mais c'est super intéressant sur les limites humaines. Nous sommes des animaux sociaux, comme on le dit c'est ça. à la base. On a besoin d'interaction. Parce qu'à un moment donné, même nos idées ont besoin d'être extériorisées. Tu vois, c'est pour ça que même les plus grands penseurs, tu sais, littéralement, les plus grands personnages et les plus grandes personnalités de l'histoire, hommes et femmes, ont senti à un moment donné un besoin de s'isoler. Ouais, mais ça nous arrive à tous. Pour penser et tout, et certains le font très longtemps, pendant une longue période, vraiment. Mais après, tu sens que tu es obligé, et ils le disent de différentes manières, d'aller voir les gens. Ouais, bah c'est normal. Si tu mais tu sais pourquoi Regarde, je soulevais un truc par rapport à ça. Tu vois, quand je suis allé voir Monsieur Aznavour tout à l'heure, avec Tahar Rahim qui joue le rôle de Charles Aznavour, c'est son biopic. Il est très très bien. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont envie d'avoir nos avis, parce qu'on y allait avec Gaël, ce sera dans le Quoi d'autre de dimanche. Il est talentueux. Tahar Rahim, il a fait une transformation, mais incroyable, vraiment. Hein, et sachant qu'il faut savoir qu'il y a eu 6 mois de cours de chant et de piano, c'est lui qui, la plupart du temps dans le film, interprète et joue au piano les chansons. Bravo. Il m'a bluffé. Bravo. Il m'a littéralement bluffé. Évidemment sous-côté en France, mais même si... Ouais, Tahar Rahim, il est respecté quand même. Respecté, mais sous-côté quand même, c'est normal. C'est comme des Allochitanes aux États-Unis. Hein. Oui, alors que c'est vrai qu'il a fait le The Mauritanian, il a fait Snake, enfin il interprète des personnages qui sont très forts et il a sa petite carrière internationale. C'est le meilleur personnage dans le Napoléon de Ridley Scott. Ah, il est dedans? Bien sûr. Il faut absolument que je regarde Napoléon. Et c'est un film tout pourri, mais... Ah oui. Mais sinon, c'est le meilleur, quasiment le meilleur dans le film. Ah d'accord, tu vois, il faut vraiment que je vois. Donc en fait, Best Man, on va expliquer après, t'inquiète pas pour Dr H. Mais on n'a pas fait de Villebrequin, t'inquiète pas, parce que je vois que les gens commencent à dire ça, non. C'est des rêves de youtubeurs. Okay. Alors, Tahar Rahim, un moment, pas Tahar Rahim, un moment dans le film, tu sais, parce que bon, c'est un vieux monsieur, hein, Aznavour est mort à 94 ans, donc il en a vécu des choses. Oui, c'est vrai. Il est arrivé en France avant l'occupation, il a vécu l'occupation. Oui. Et en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit dedans, on voit il y avait quelqu'un qui traînait avec eux à la maison, un ami de son père qui était un des frères Manoukian. Et oui, mais t'as vu, c'est toute une histoire aussi, la présence arménienne en France du début du XXe, en reliquat en fait malheureusement du génocide. C'est ça, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi d'autres raisons géopolitiques, mais très intéressant. Et en fait, pourquoi je vous parle de... C'est quoi le lien là que je suis en train d'essayer de créer avec cette histoire de on n'aime pas être seul. Non, en fait, c'est qu'il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment, t'as une nana qui vient le voir à sa fenêtre et qui dit « Charles, sors dehors, c'est bon les... » Parce qu'il s'était caché, tu vois. Justement, une fois que les Allemands ont repéré que Manoukian habitait chez eux, du coup, ils ont changé. Le soir même, leur père il a dit « Allez, vous descendez, on va dans l'hôtel d'en face. » Et ils vont dans l'hôtel d'en face. Et là, par la fenêtre, ils voient les Allemands aller chez eux, les chercher. Tout. Donc ça, c'est joué à que dalle. Hein. C'est chaud. Et au bout il y a une ellipse. Et là, il y a une nana qui lui dit Charles, descends, c'est bon, ça y est, les Américains sont en train de défiler, on est libre. Et en fait, tu vois tous les gens qui sortent spontanément dans la rue. Et ça m'a fait penser, tu sais, aux manifestations type quand on sort spontanément dans la rue pour la finale d'une Coupe du Monde qu'on a remportée ou un truc comme ça. Et c'est là que je disais à Gaël, putain, mais en fait, naturellement, le réflexe, c'est venez, on se retrouve. Oui.
Alors que personne s'est donné le mot d'ordre. Hein. Exact. Par exemple, moi, je me rappelle que après le 13 novembre, l'attentat Bataclan et tout, moi, j'étais juste à côté, tu vois. Et je me rappelle que le lendemain, donc j'étais resté au théâtre et tout jusqu'à 5h du matin. Et mon scooter était garé devant le café de la Bonne Bière qui était défiguré par les tirs de Kalash. Et parce que je devais dîner avec ma mère là-bas, mais ma mère a eu du retard et donc on n'est pas allé dans ce resto. T'imagines, ça s'est joué à que dalle. Vraiment. Et donc, comme je sors de mon spectacle, ma mère, je vois ma cousine, je lui dis « Ah, elle n'est pas avec toi, maman ?» Elle me dit « Non, ils sont en retard, donc du coup, ils n'ont pas pu venir, etc. » Je dis « Ah, bah, donc ils rentrent direct à la maison. » Je suis « Ok, bon, bah, je retourne dans ma loge pour répondre aux messages, machin. » Et là, t'as un gars du théâtre qui vient me voir qui me fait « Kevin, on va rester dans le théâtre. Hein. Apparemment, il y a une fusillade à côté et tout. » Et nous, on est à 500 Personne n'a mètres, rien compris pendant quasiment 2-3 heures. Et moi, premier réflexe, depuis quand il y a des règlements de compte à Paris Oui, voilà, tu vois. Et moi, ma cousine qui, elle, me quitte, si tu suis son truc, elle dit « Bon, bah allez, à plus tard, merci. Bon, les filles, vous voulez faire quoi? Venez, on va manger au McDo. Le McDo qui est en face de la Bonne Bière. Oh non, pas le McDo. Prrr, ça commence à péter. » Et du coup, elles ont couru vers la place de la République. Heureusement, elles étaient garées vers là-bas, elles sont rentrées. Mais ça s'est joué à rien. Quand je te dis à rien, c'est que si ma mère avait été là, on serait dirigé vers la Bonne Bière parce que j'avais pris ma table, j'avais des habitudes là-bas, tu vois. D'ailleurs, quand j'ai dû aller récupérer mon scooter, déjà, ils voulaient pas me laisser passer parce que mon scooter était devant la Bonne Bière. Et j'ai réussi. Alors, un truc tout con. Hein. C'est-à-dire que sur ce boulevard-là, je crois que je sais plus, c'est Richard Lenoir ou je sais plus quoi. Mais en gros, il y a un parc qui est au milieu. Oui, et il y a deux. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, en fait, on me bloquait au niveau de c'est un peu mal foutu au niveau de l'organisation. Ouais. Et on m'a bloqué là, on m'a dit non, vous pouvez pas récupérer le scooter. Je dis, ah ben, moi je vais rentrer, mon scooter il est juste là et tout. Non. Et je me retourne à droite et je vois qu'en contournant le parc, il n'y a pas de barrage. Donc je contourne le parc et j'arrive devant la Bonne Bière. Et là, t'as la nana qui m'avait bloqué, qui est là et qui fait « Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes passé par où ?» Bah par là. Et après, elle me regarde, elle fait « Putain, Thierry, t'es chiant, bah faut bloquer partout, sinon ça sert à rien. » Et donc, on est trop fort. Et donc, du coup, je récupère mon scooter et ils me disent « Bon, vous récupérez votre scooter, juste vous le démarrez pas, vous le poussez jusqu'à la chaussée et une fois que vous êtes sur la route, là, vous pourrez démarrer. » Mais tu vois, en gros, ils voulaient pas que je démarre en trombe. Alors que, et là, donc, je jette un regard sur ma droite et à peine 5 mètres, je vois des gars en tenue scientifique. On a l'impression que c'était Tchernobyl, c'était flippant. Et je reconnais plus le café de la Bonne Bière. Tu vois. Et ils étaient en train de prélever des trucs et tout. Et le lendemain, pourquoi je vous raconte ça, c'est que le lendemain, je regarde le truc, je suis chez ma mère et je regarde les vidéos des gens qui se sont rassemblés et tout ça, machin. Et je lui dis, maman, tu sais quoi, je vais prendre le scooter, je vais aller à République, je vais aller au Paname, parce qu'il y a le Paname Art Café, grand lieu du stand-up, et il y avait tous mes potes qui étaient là-bas, Boone, tout ça, qui eux ont été là à la Bonne Bière quand ils sont descendus, c'est les premiers à être descendus. Boone, Romain Chélan et un autre gars. Paul Serré, ils sont descendus et ils ont vu vraiment. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils ont entendu péter, ils sont descendus parce que la Bonne Bière, c'est vraiment 10 mètres en dessous. Et quand ils sont arrivés, il y a eu un silence. C'est marrant, c'est juste après l'attaque, t'as le silence. Pas de bruit, pas c'est de la sidération. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis allé les retrouver comme si j'avais besoin d'être avec eux. Quand je les ai vus à la télé, je me suis dit, il faut que je sois là-bas. Ma mère me dit, non, fais attention et tout. Je dis, non, mais maman, t'inquiète. Et donc, je me suis recueilli. Alors que vraiment, tu vois, tu pouvais être en stress chez toi. Et voilà, donc pour tout ça, pour vous dire que, ouais, c'est un truc très humain de te dire, ah putain, besoin de. que ce soit dans le recueillement, que ce soit pour partager une joie ou une peine. On a des comportements grégaires, comme on dit en psychologie sociale. Ah, grégaires, d'accord. On l'utilise souvent pour les animaux, mais parce que nous en sommes des animaux. Et tu sais, c'est par exemple, oui, mais les cafards, ils se rassemblent quand il y a une menace. Les souris font la même chose, etc. Oui. Beaucoup d'animaux grégaires, justement, qui vivent. Parce que tu as des animaux solitaires, vraiment. Je dis pas de bêtises, le tigre en fait partie. Enfin, c'est un exemple, hein, il y en a plein. Hein. C'est juste pour prendre des exemples emblématiques. Et il y a des animaux très solitaires. Par exemple, pareil, tout le monde connaît les abeilles collectives, parce qu'elles le sont, hein, elles vivent en ruche et tout. Mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a des espèces d'abeilles qui ne sont pas collectives, qui ne font même d'ailleurs pas de miel, comme les osmies. D'accord. Je les ai découverts pendant le confinement. Et les osmies sont solitaires, et c'est tellement solitaire qu'elles font un enfant, un seul enfant normalement. Elles pondent un œuf. Non, il me semble qu'un seul. Hein. Bref, elles pondent un œuf et elles ne verront jamais leur progéniture. D'accord. Et elles font toutes le même cycle. C'est magnifique. Ça, c'est ouf. Et elles sont très précieuses pour la pollinisation et très pacifiques, parce qu'elles ont une vie très courte et précaire. Donc, voilà. Mais nous en tant que mammifères développés, évolués, etc., on a beaucoup de cet aspect grégaire. Il est très utile et très positif dans de nombreuses circonstances, mais il peut être hautement manipulable. D'accord. Okay. Voilà. C'est bon, ça va. Et nous amener dans des conditions parfois dangereuses.
Mais ouais, non mais écoute, tout ça pour vous dire que ouais, je vous fais le lien avec le film. Et bizarrement, tu vois, c'est ce truc-là qui m'a marqué. C'est ce truc de, ah ouais, spontanément, on est tous sortis. Et quand je les ai vus tous dire en train de dire on est libre, à remuer des drapeaux, etc., je me suis dit, putain, j'ai hâte de voir la même chose avec Gaza. Ah ouais. J'ai vraiment. Ça, Là, on va le voir, ouais. on va le voir. Et Moi, je me suis dit, confiant. le jour où Gaza est officiellement libéré, je pense que même dans tous les pays du monde, on va sortir, quoi. Bien sûr. Je pense que ce sera naturel. On va tous sortir en disant ça y est. Bien sûr. Ça y est. C'est évident. C'est évident. Je sens que c'est une cause qui lie tout le monde. Alors, les petites réactions du dernier épisode. Hein, on commence bien directement avec... Alors, sur le chat Twitch, Thierry Pignon disait: je vais lâcher ce message au cas où Dr H part. Je veux signaler qu'il est super, qu'il m'a donné envie d'étudier, même si je sais pas si je pourrais. Et ce podcast m'a permis de comprendre la masculinité et la culture du viol. Je suis enfin sorti du délire de la jurisprudence Mendy Neymar. Et pour finir, j'arrive plus à regarder des lives qui m'apporteraient intellectuellement. Voilà, vous êtes des cracks. Oh, c'est gentil. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Il y a Amel qui dit sur les derniers épisodes, à chaque épisode je me dis que c'est le meilleur épisode, ne changez rien s'il vous plaît, je ne rate aucune vidéo, c'est très jubilatoire de vous écouter, je suis toujours d'accord avec vous sur tous les sujets, parfois c'est comme si vous étiez dans ma tête, l'idée de l'autoconfinement j'y pense sérieusement depuis la marche contre l'islamophobie, aujourd'hui j'aimerais qu'il soit revendiqué pour tellement de causes. Le gouvernement ne nous représente pas et en plus il nous prend pour des cons et il est temps de leur montrer qui est le patron. Ils bossent pour nous à la base, ils se rémunèrent avec nos impôts. Merci à vous d'exister. Je vous souhaite de grandir et de réaliser tous vos projets. Avec vous, je retrouve foi en l'humanité. Putain, mais c'est... Merci. Mais tu vois, c'est pour des messages comme ça que tu te dis, vas-y, on lâche. Ouais, grave. Non, franchement, c'est ni plus ni moins. Et ouais, c'est pour des messages comme ça que tu te dis, vas-y. C'est très touchant. On veut pas se lâcher, ouais, vraiment, ça fait trop plaisir. Il y a Hippo Senchu qui dit: meilleur podcast avec le grand remplacement de Jamil, vous me régalez. Ah putain, j'ai jamais écouté ça. Ouais, c'est vrai que moi mais j'adore le titre. J'ai eu l'occasion. Ouais. Samj qui dit vous nous nourrissez intellectuellement et je vous dis merci parce que beaucoup de gens malheureusement jeûnent devant la télévision. Pour ce qui est des 6 centimes d'augmentation, je suis agent hospitalier et grâce à cette incroyable augmentation je vais contacter ma banque dès maintenant, voir si je peux m'offrir une maison au Vésinet. Ouais, ou une Tesla en fait. On va prendre une Tesla. Force à vous, voilà. Kevin, Dr H, Mourad, Gaël. Je lance un Freemani pour qu'il revienne. Il est derrière la fenêtre là, mais je le fais pas rentrer parce que vous le connaissez, il va commencer à gratter sur ma chaise, que la mienne à chaque fois. Donc non, je... Alors attends, Mobellard qui dit: je pose juste ça là. J'écoutais le podcast au boulot en plein milieu d'un open space et le vieux sage Dr H sort: si tu ne veux pas avoir du sable dans l'arrêt des fesses, ne va pas à la plage. Gros fou rire. Très belle situation. Ah, putain, ouais, j'aurais voulu voir ça. Salut Toons et salut à tous celles et ceux qui nous ont rejoints sur le chat. Zazou Dango qui dit: j'espère que... Merde. Ah, bah arrête. Pourquoi il me fait ça lui? Il faut que tu cliques sur le cadre, hors cadre. Ouais, mais c'est ce que je fais. Ah, voilà, enfin, putain, merci. Zazou Dango qui dit: j'adore ce que vous faites, merci les gars. Par contre, attention. Expliquer l'histoire du gars qui fait justice soi-même dans une cave avec son chien ne me paraît pas ouf. Faire justice soi-même, c'est sûr que c'est tentant, surtout vu notre système de justice vis-à-vis des violences sexuelles et sexistes, mais je ne pense pas que ce soit à mettre en avant et à approuver. Ça peut apporter pas mal de dérives et promouvoir la loi du plus fort, alors qu'en vrai, il faut juste plus de moyens dans la service de justice et beaucoup plus de condamnations dans tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. La justice soi-même n'est jamais une bonne solution. Dans les faits, tu as raison, mais tu as dit une phrase qui, à mon sens... nous montre un delta qu'on ne pourra pas mesurer, c'est le fameux: il faut juste plus de moyens dans le service de la justice et beaucoup plus de condamnations dans tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Oui, dans les faits, oui, et on n'aurait pas besoin de faire autre chose. J'ai pas fait la promotion de l'histoire de l'eau, je trouvais ça juste fascinant de raconter un mec qui a décidé de faire de s'affranchir. C'est juste ça, mais on n'était pas en train de dire waouh. Non. Même si c'est drôle, et c'est pour ça que Punisher fonctionne très bien. Ouais. Mais il y a un truc que tu as dit super important, qui est essentiel, c'est, tu sais, que ça m'impressionne énormément, et je suis sûr que toutes les personnes qui ont une sensibilité en histoire vont comprendre beaucoup ce qu'on va dire là. Tu te rends compte que c'est quand même, là, on est sur le questionnement même qui est à l'origine de choses qu'on a faites en l'Antiquité. C'est il y a très longtemps, l'Antiquité. Hein. Ça commence il y a moins de 5000 ans, quand même. Ouais. Hein. C'est-à-dire que quand on a mis en place le Code Hammurabi, quand c'est mis en place la loi du Talion, l'étape de la loi de Moïse, etc., quand c'est mis en place des lois aussi en Asie et tout, en fait, on arrive sur cette problématique de... Franchement, c'est vrai. Le fait de faire justice soi-même, je parle même quand il y a la vraie légitimité. Tu vois, moi je le sais. Certaines configurations, je vais opérer. Qu'on soit bien clair. Là, c'est docteur le chirurgien. C'est le chirurgien qui parle. Ah oui, et la main ne tremblera pas. Hein. Mais il y a un truc, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore cette phrase. Vraiment, je la trouve excellente, cette phrase de Victor Hugo. C'est que
l'homme se venge, tu vois, Dieu punit, l'homme se venge, la société corrige. Tu vois, en gros, pourquoi ? Parce que on pourrait se dire, voilà, quelqu'un qui t'a agressé, tu vas toi le punir. Mais en fait, non, toi tu vas pas le punir, tu vas seulement te venger. Et te venger n'apportera pas d'autre satisfaction que simplement la vengeance, et ça n'est à rien. Et tu te sens même mal. Parce qu'au final, c'est la personne qui est incriminée qui a provoqué quelque chose de négatif chez toi. Donc tu vois, c'est comme si elle avait gagné. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, donc Dieu punit, bon ça c'est pour l'autre monde, comme on pourra dire, et la société corrige. Lorsqu'on a mis en place ces systèmes de justice institués, c'était précisément pour faire en sorte que nous allons, là on revient sur le collectif, nous allons collectivement assumer la responsabilité des torts qui ont été commis, en faisant en sorte que parce qu'il faudrait pas surtout, ça c'est important, que tu te venges sur la mauvaise personne. Ouais. Or, c'est exactement ça, le passage de la vengeance à la vendetta. C'est un de ces noms, hein, il y a plein de noms. Tu sais, où à un moment donné, on a un certain pays qui s'amuse à faire ça, mais en gros, j'arrive pas à voir... Parce que c'est ça qui se passe. Je n'arrive pas à m'attaquer à la personne qui est responsable du tort qu'on m'a fait. Je vais taper son gamin, tiens. Tu vois ? Il a touché mon gamin, je vais toucher son gamin. Ouais. Tu vois, c'est lui qui a fait ça, mais lui c'est un seigneur machin. Je vais toucher sa famille, quelqu'un de lointain. Et en fait, c'est la réalité, ça existe encore dans le monde. Il y a un pays voyou qui s'amuse à le faire justement allègrement. Hein, si ce n'est toi, c'est ton frère, et si ton frère, c'est ta famille. Et donc c'est pour ça que oui, le principe de faire justice soi-même, c'est qu'en fait ça n'existe pas de faire justice soi-même parce que forcément on est dans les mécanismes de la vengeance, et la vengeance, elle est ténébreuse, elle t'en fait que t'enfoncer. Donc ça c'est sûr que c'est pas bon. Mais quand ça arrive, c'est que ça signifie justement que la société ne remplit pas son rôle et ne fait pas son travail. Et la société, on entend par là, pas une société en particulier, mais le regroupement, le collectif humain. Voilà. Ouais, mais c'est bien de le préciser. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est pour répondre à ce message. Évidemment que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de le faire, mais... Oui, c'est ça. Non, mais bon, malheureusement... Mais c'est toujours un problème si un acte criminel reste impuni. Voilà, impuni comme ça, sans réaction, sans contre-coup, voilà, sans retour de bâton. Et parce que à un moment donné, si ça se perpétue et ça se répète et ça s'accentue, ça va être que de la corruption partout et de la destruction. Ouais, bien sûr. Il y a Rosemary Sage qui dit merci du fond du cœur, encore une fois, on arrive aux mêmes conclusions, devoir passer par la violence pour corriger les hommes. Heureusement qu'il y en a des comme vous, ils vous écouteront peut-être vous. En tout cas, merci. Et pour la journée d'autoconfinement, on lance du concret. I'm in. Ah bah putain, j'espère. J'essaie de convertir moi des potes. Ils sont pas encore convaincus, mais... on a le temps. On a le temps. Je déteste les jours de sortie, ça c'est Juliette. Je déteste les jours de sortie de ton épisode, car je sais que je vais m'ennuyer tous les autres jours de la semaine. Oh, c'est pour ça qu'on sort des épisodes. Voilà, on est et qu'en plus on essaie de produire d'autres choses en plus à côté. Samy qui dit Kevin Razi, je te suis depuis des années, mais même avant CKR, car tu sais te réinventer, mais toujours en mieux et on apprécie. Bah, c'est gentil. Merci à toi. Dr H, merci pour ce puits de science de Dr H, très intelligent. On apprend toujours avec lui. Je te suis depuis le second épisode, mais j'avais rattrapé le premier et je vous suis toujours, même seul. Tu te débrouilles très bien, Kevin, même si c'est toujours mieux avec Dr H. Je sais, c'est pour ça. C'est gentil. Quand je suis tout seul, je suis merci beaucoup. Merci mille fois pour ton message. Et enfin, Sheima qui dit coucou les cracks, pas le temps de vous regarder en live, malheureusement, Dr H et Kevin, mais je regarde le replay directement le lendemain. Et en tout cas, que je continue de vous soutenir, c'est trop bien de vous écouter, très instructif. On est ensemble. Big up à Gaël et Mourad, merci pour votre excellent travail derrière la caméra. Merci évidemment. mille fois. Big up, merci. Alors, merci beaucoup, Sheima, ça fait trop plaisir. Merci mille fois. Et merci, un gros merci à Gaël et à Mourad qui charbonne aussi tous. Hein, on est tous là. Et même Mani, quelque part, il fait aussi des choses. Je sais pas trop quoi, mais il est là. Avant d'attaquer la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, je voulais vous parler de deux choses. Alors, trop marrant, en fait. Il y a Othman Nasrou, qui est, je crois, secrétaire chargé de l'intégration, un truc comme ça. Secrétaire d'État ? Bah attends, je vais te dire. Pardon, hein, je suis désolé, je te pose la question, parce que je sais vraiment pas. Attends, alors. Secrétaire d'État. Oui, d'accord. De la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations en France. Et Vlatipa que... D'un gouvernement de facho voilà. À 5%. Okay. Et donc, pour s'assurer la bonne assimilation des étrangers, tu sais, il y a un test à passer. Et, on en avait parlé.
On en avait parlé d'ailleurs avec ma cousine. Absolument. Et on lui avait demandé, vous trouvez ça normal qu'on porte le voile? Et là, en fait, il exige des étrangers qui répondent à des questions que lui-même ne peut pas répondre. Évidemment. Et là, la question que la journaliste lui a posée, c'était trop drôle sur BFM. Elle a dit, là, il y a une des questions donc pour le test de naturalisation, de quand date la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et là, il est comme ça, il fait, oh mais madame, on va pas jouer à ce jeu-là, madame. Si, c'est toi qui l'as ouvert le jeu. Ouais. On est là, on est chaud. Hein. On est grave chaud. Allez. Ah ouais, vas-y. Allez, frère, allez. Allez, parti. Ah, exactement. Un seul lancer de dé. T'as un seul lancer. Allez, un seul. Bah ouais, hein. Ça fout la rage. Parce qu'il est payé, bordel, pour ça en plus. Ouais, c'est ça le truc par nos impôts. Ouais. Et censé nous représenter. Ouais, putain. Ça, ils foutent le seum. C'est un truc de. Non, mais c'est un truc de ouf. T'es là à donner des leçons. Allez, vas-y, sors là. Allez. Ah, si. Tout le monde attend là. Allez, tout le monde attend sur toi. Ah, mais littéralement. Non, mais... En plus, pour tout ça, pourquoi? Parce que, tu vois, le raisonnement, reprenons les choses de manière dans les deux sens. Le premier sens, on va prendre le sens droitardé. Dans le sens droitardé, de faut les accueillir et tout. Bah, pas de problème. La vérité, ils demandent que ça. Donc, prépare les structures. Mais ça, on le dit franchement, on le dit quasiment depuis 2 siècles. Durkheim, déjà, lui-même le disait. On a besoin d'immigration. C'est un principe de base, tous les pays quasiment du monde en ont besoin. Donc quand tu reçois l'immigration, bien sûr que c'est une bonne chose de pouvoir intégrer, appelle ça comme tu veux, intégrer, assimiler, orienter, voilà, peu importe les termes, parce que je sais que ça peut être vachement connoté. En sociologie, on s'est beaucoup battu sur ces termes-là, donc de toutes les façons, et c'est même pas réglé chez les sociologues eux-mêmes. C'est pour te dire, tu sais, entre l'intégrationnisme, l'assimilationnisme, etc., le multiculturalisme, bref. Mais en fait, si on prend juste la définition basique de Durkheim sur l'intégration sociale, c'est qu'en fait, c'est important que quand une personne, tu vois, quand je te disais qu'on est des animaux sociaux, quand une personne rentre dans un groupe, c'est bien de pouvoir l'intégrer. Mais effectivement, il y a plusieurs manières de voir. Soit c'est le groupe qui fait des efforts, soit c'est l'individu qui fait des efforts. Beaucoup de monde va dire, bah non, c'est un individu, le groupe il est déjà là. Bah pourquoi? Pas forcément. Mais évidemment qu'en réalité, le bon sens philosophique, c'est les deux. Ouais. Tout simplement, les deux, tranquille, tu sais, tranks. Parce que, en fin de compte, sauf justement si tu estimes, et elle est là la propagande droitardée, si tu estimes que le nouveau venu n'a aucune légitimité à venir. Ouais, bah là, tu vas te sortir tout n'importe quoi. Non, mais voilà. surtout que ça te sert strictement à rien du tout, on est d'accord. Mais qu'il n'a pas répondu alors. Et il n'a pas répondu, et en fait, à la fin, il y a quelqu'un qui a dit que quoi depuis la Révolution 1789, il a fait non, pas du tout. Pas de bol, 1848. Ouais, il a dit non, c'est venu après, ça s'est inspiré de la Révolution, mais c'est venu après en 1848. Et quand elle a dit 1848, l'autre il a fait 8. Tu sais, genre vraiment, il a fait 1848. L'escroc. Il a vraiment. Il a répété le dernier mot de la phrase pour faire genre. Ah non, mais franchement. Franchement, mais qu'il aille. Voilà. Faire cuire un œuf et boire le bouillon, comme on dit à l'ancienne. Mais bref, il m'a écœuré. Vraiment. Tu sais, c'est marrant, on t'a demandé qu'un seul taf, hein. Ouais. Hein? Ouais. Parce que c'est ce que tu prétends, tu sers qu'à ça en fait. À nous faire un questionnaire de merde pour vérifier si l'intégration. Toi, t'es bien intégré pour choper ton billet, hein, de toute façon, ça on a bien compris. Hein. C'est grave. Non. C'est vraiment grave. Naftadi, j'en ai parlé dans le Discord, mais ça me rappelle les tests pour prouver qu'une personne sait lire qu'on faisait aux Noirs aux USA pendant la ségrégation. Les questions étaient faites pour embrouiller les gens, pour empêcher de les faire voter. Ah ouais, le test pour l'intégration me fait penser à la phrase de Victor Hugo, les royalistes encore plus royalistes que le roi, un peu. Ouais, c'est immonde. En fait, on est bien clair. Hein, c'est toute l'arrière-pensée en fait qui est immonde. C'est ça. Tu vois, parce que je suis pas contre. En quelque sorte, encore une fois, je veux dire, moi je trouve ça normal. C'est-à-dire que même quand je vais en voyage pour un endroit pas très longtemps, j'ai envie d'avoir des repères, j'ai envie de comprendre ce qui se passe et ça. J'aimerais même comprendre la langue. Tu vois, alors que je suis pas dans le paradigme des clubs med de merde et tout ça, c'est ignoble. Mais c'est pour ça. C'est pourquoi tu fais ça au préalable. Ah, mais c'est même le contraire. Tu dis, t'as envie d'apprendre quoi du pays? Voilà, comment on va t'inscrire? Mais bien sûr, voilà. bien sûr. Non mais laisse tomber. Allez, on passe à la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah. Est-ce que ça s'affiche ou pas? Non, j'ai pas l'impression. J'ai voulu faire le montage en direct, comme ma bien-aimée. Ah, je sais pourquoi. Attends. Je crois qu'en fait, il faut mettre ça. Alors, la petite news HMD, voilà. La petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Et donc, on va commencer par... J'en ai 2. Ah, tiens. T'as Mourad qui m'a mis une boîte 1848. Ah oui, c'est le café. Ouais, Poulain, là. Enfin, je sais plus, c'est quelle marque je crois que c'est la marque 1848. Sûrement. Alors, dans les Hamdoulillah, dans les news cool,
On a la maladie du paludisme est éradiquée en Égypte, annonce l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce résultat est qualifié de véritablement historique. C'est France Info. C'est sérieux? Ça, après, j'aimerais demander un replay, une VAR, parce que vu le régime égyptien, j'ai toujours des doutes. Mais c'est trop bien. Non, mais si c'est vrai, c'est trop bien. Ils aient descendu... ouais, les enquêteurs. Ou alors ils ont descendu tous ceux qui avaient le palu. C'est bon. Il y a plus. On a attendu qu'ils soient tous contaminés, c'est bon, on les tue tous. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'était facile. Qu'on ait plus de corps, plus de maladies. Vous voyez, nickel pro. Voilà, je sais pas pour vous. Mais non, mais franchement, c'est bien parce que c'est un fléau le paludisme. Ouais, non, mais totalement. Il y a une autre. Alors j'en ai rajouté une autre. HMD. C'est bien. J'en ai rajouté un autre HMD. C'est les supporters de l'équipe espagnole de la Real Sociedad. Là, ils ont joué un match de Ligue des Champions face au Maccabi Tel Aviv. Et alors, ils sont arrivés, il y a toute une vidéo et tout. Ils étaient avec justement les tenues des scientifiques, là, c'est tous les blouses blanches, tachées de sang. Ils avaient un masque blanc. Ils sont arrivés dans les tribunes leur tribune était vide, il y avait que eux. Je pense que tout le monde avait joué le jeu et s'était écarté. Ils ont mis des drapeaux palestiniens chacun. Wow. Et ils étaient couverts de sang et tout. Ils ont voulu dénoncer. Parfait. Voilà, le génocide en cours. Donc j'ai trouvé ça très très je sais bien. quel genre de club de foot j'aime bien maintenant. Voilà. Non, comme ça au moins tu sais. Hyper classe. Sociedad, c'est à suivre. Et ben voilà, c'était les petites news HMD qui font plaisir. On va de ce pas passer au Mezzé. Le Mezzé, c'est les petites news à partager entre amis, en famille, au boulot, pour briller en société. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On commence direct. Alors là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il arrive, Macron. Mais Benjamin Netanyahou, alors que Benjamin Netanyahou déclarait hier sur CNews mener une guerre de la civilisation contre la barbarie. Je rappelle qu'il a dit sur CNews et Europe 1 à Laurence Ferrari qui l'interviewait, il a dit que CNews était une très bonne chaîne qui faisait bien son travail. Excellent. Voilà. Merci, ça nous facilite pour la Cuenta. Complètement. Voilà, c'est... Donc là, comme ça, on sait. Après Rafovitz. Mais lui, c'est un enquêteur en fait. Il nous donne toutes les preuves. C'est parfait, franchement. Non, mais franchement, ça, lui, c'est une pièce à conviction ambulante. Non, mais tu te rends compte, après quand même BFM TV qui est validé par Rafovitz, là, c'est Netanyahou. Qu'est-ce qu'il fout avec un mandat d'arrêt international, on le rappelle. Ça, c'est pas... Elle est sur place, c'est ça? Ouais, sûrement. Mais je rappelle que c'est pas un truc anodin. Il a un mandat d'arrêt international. Ouais. Donc, pour crime contre l'humanité. Donc on peut pas genre le dépeindre comme juste un dirigeant lambda qui est un petit peu en guerre, qui fait ce qu'il peut, machin. Non, il a un mandat, Chacal, un mandat d'arrêt international, je le répète. Oui, il a été publié. Il a félicité la ligne éditoriale de CNews. Il a dit « J'apprécie votre chaîne car vous combattez pas pour la civilisation judéo-chrétienne. » Bon, il l'a dit en anglais, mais judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Il n'arrête pas avec ça. Il n'arrête pas pour les mettre dans la sauce, genre, et on est ensemble, c'est nous deux, c'est pas... Il y a même qui me tue sur ça, c'est quand il faut judéo-chrétien, c'est tu vois Jésus en fait sur une croix, et en fait, donc Jésus sur la croix, c'est chrétien, et le clou sur la croix, c'est judéo. En fait, voilà, c'est ça la civilisation judéo-chrétienne. Donc ça vous arrange, quand ça vous arrange, on est ensemble. Et puis des fois non. Non, mais et puis c'est surtout judéo-chrétienne, une manière de dire parce que surtout pas eux. Mais surtout pas eux. Tu te rends compte la honte quand même, Mourad disait d'inviter un journaliste, d'inviter ce génocidaire sur son antenne, même s'ils n'étaient pas dans les locaux, mais en tout cas ils l'ont diffusé sur leurs antennes. Il a un mandat d'arrêt sur le cul. Comment vous pouvez justifier? C'est-à-dire qu'eux, après, vont te dire « Nous, on n'invite pas telle personne parce que elle a déjà été condamnée. » Mais là, par contre... Et en plus, tu sais, ils étaient contents. Bon toutou. C'est bien, machin. Meilleur, évidemment, qu'à arranger l'affaire. Parce que aussi, il a les clés. Donc, il est dans le cabinet, lui. Il est dans le cabinet. Avec la caméra CNews et tout. Et le Coca Zéro. Et le Coca Zéro, évidemment, toujours. D'ailleurs, on m'a envoyé, Nafta et Alexis, ils ont fait un travail de dingue. Ils ont plein d'émojis qu'ils ont découpé de nous tous, là. Il y a de tout. Il y a du meilleur d'or, il y a du Coca Zéro, il y a des phases de nous deux. Elles sont incroyables, mais j'ai pas encore réussi à les intégrer sur le chat parce que je suis un vieux. Ah ouais, je les veux surtout pour WhatsApp. En tout cas, honteux, c'est news. Ouais, je te les enverrai pour WhatsApp. Honteux, meilleur à les meilleurs contacts, je te jure. Ah, tu m'étonnes. Aucune chaîne d'information devrait être félicitée par le dirigeant d'un pays. Déjà d'une. Oui, ça c'est vrai. Parce que même je sais pas, moi j'ai jamais entendu Macron le faire, tu vois, sur la presse de son propre pays. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là déjà c'est un peu bizarre. C'est louche, hein. C'est un peu bizarre. Et puis en plus de ça, mandat d'arrêt. Je sais pas. Tu sais, il officialise le fait que c'est de la propagande. Merci de faire de la propagande pour nos bons soins. En plus, vous êtes gratos. C'est très bien quand même. Ouais, c'est ça. C'est génial.
Il y a quelqu'un qui dit, Bestman, imagine une chaîne qui invite Sinoir Yahya. À Ah oui l'époque où il était vivant, Oui, il est encore debout. en Ouais. mode avec nous, un politique cool. Non, mais c'est vrai. Même Bolloré félicite pas ses chaînes. Moi, je te jure. C'est vrai en plus. Non, mais là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, Benjamin Netanyahou, il a déclaré que sur CNews menait une guerre de la civilisation contre la barbarie. Et Emmanuel Macron, alors pour le coup, il Enfin, pourra il pas démentir. y a bien une guerre de la civilisation contre la barbarie, mais Ouais. c'est pas ce qu'on pense, mon frère. Ouais, voilà, c'est ça. Et Emmanuel Macron, qui a sûrement dû changer de créancier, je sais pas, il répond: je suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant en soi-même la barbarie. Je me dis, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Mais là pourquoi tu livres des armes en fait? Oui, Voilà, je suis déjà. pas sûr que. Tiens, prends ça. Voilà, imbécile. oui, voilà, oui. oui. Ouais. Que... C'est quoi pour la barbarie? Ouais, Tiens, bah, prends pour la barbarie. bah ouais, mais Ma c'est pas petite bien, contribution pour la barbarie. Mais c'est vraiment de la barbarie quand même. Hein. Ouais. Dans quelques instants, la poule mouillée Macron va s'excuser une fois de plus en public. Non, mais c'est de Oui. l'IA. Oui, c'est vraiment. Mais lui, c'est un droïde. Moi, je pense que c'est un droïde. Hein. On n'a pas vu saigner, on l'a jamais vu saigner. Hein. On n'a jamais vu saigner. Ni faire caca et tout, on sait pas. Ouais, c'est vrai. Même sourire, il fait peur quand il sourit. Donc tu sais, c'est une expression d'un des auteurs de science-fiction. Je sais plus quel auteur, vous m'en voudrez pas. Ça s'appelle La Vallée de l'étrange. Je sais pas si t'as déjà entendu ce Ça me concept. dit rien. La Vallée de l'étrange, c'est que si à un moment donné on arrivait à faire des robots qui ressemblaient beaucoup à des humains, il y aurait forcément une phase où ils auraient des visages un peu bizarres. C'est ça qu'il appelle la Vallée de l'étrange. Ah. Où on passe, on les voit, on fait oh, ils ont des visages bizarres. Donc voilà, oui, c'est un droïde. Moi je pense que c'est un droïde. Ouais. Ça doit être C3PO, ça doit être C4PO, je sais pas. sais pas, là, franchement, c'est un reptilien. Ouais, non, Ils c'est- disent ça. Même un reptile est plus vivant. Non, il y a plus d'émotions un reptile. Hein. On a un cerveau Ouais. reptilien. Non, je pense que c'est vraiment un droïde. Faudrait voir si c'est pas des tuyaux, Ouais. des câbles électriques, etc. Ouais. Ça doit être un droïde. Moi je mets option droïde. On a dit Uncanny. Merci à Algerist pour ton abonnement, ça fait plaisir. Uncanny Valley. C'est un japonais. Ah oui, ok. Oui, Uncanny Valley, ok, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Bah, en tout cas, Vous avez les refs. très chelou de ce volte-face bizarre. Mais c'est même pas des volte-face aussi. Enfin, volte. Après, il dit non, mais j'ai jamais dit ça. Tu fais. Non, mais Bah, donc, là, du il coup, l'a dit devant les c'est quoi, caméras. t'as un jumeau maléfique ou alors ou inversement, je comprends pas. Ouais, non, je sais pas. Personne ne le comprend de toute façon, même lui-même il se comprend pas, c'est un droïde. Et là, on nous parle de Masahiro Mori. Je sais pas de quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'auteur japonais qui a dû dire cette expression. La Vallée étrange. Voilà. À mon avis, il a dû parler sinon à Villepin. Il a été contaminé par le même virus là qui. Ah merde, on commence à devenir. Non, mais c'est pas un organisme vivant. Ouais, non, Macron. c'est bizarre. Moi, C'est bizarre, mais en tout cas, moi c'est bien parce que maintenant j'affirme un peu plus, je sais pas pour vous les cracks, mais moi j'affirme de plus en plus haut et fort et droit dans mes bottes mes convictions vis-à-vis de ça. C'est ce truc de Cuenta dans ma tête qui résonne, où je me dis, ah non, moi je. Tu vois, là, on m'a raconté un truc de ouf. D'un gars qui devait bosser sur une émission télé, et quand il a vu que c'était produit par un animateur qui était un peu trop pro-génocidaire, il a dit, ah bah non, moi je veux pas bosser, tu vois. Et je trouve ça génial, tu vois, qu'il refuse, parce que bon, c'est toujours un contact en moins, une émission, de l'argent, bien sûr. et je trouvais ça fort qu'ils disent non, par contre, moi, c'est en contre mes principes et tout et tout. Et en fait, je me dis, ouais, en fait, il y a un moment, c'est que la honte, elle doit changer de camp. C'est-à-dire que, limite, avant, tu vois, quand t'es dans le milieu un peu machin, t'oses pas trop dire que t'es pro-palestinien. Tu sais, même à la base, je ne me définissais pas comme pro-palestinien. Oui, je me c'est pas une question définissais d'être juste... pro-palestinien. Ouais, voilà, d'ailleurs, c'est hein. ça. Ça aurait pu être n'importe qui en face. Évidemment. C'est vraiment cette asymétrie horrible où tu dépossèdes les gens et puis ensuite après tu les ensauvages, après tu les déshumanises. Enfin moi c'est ça, tu vois. Puis, c'est bon, Kouchnari l'a dit, c'est bon. Ah putain, mais lui Kouchner, il a dit ça à la maison mère en plus. Hein. Alors lui, il était. Ah, mais c'est ce que j'aime avec les vieux politiques, c'est que quand ils commencent à être très vieux, il y a plus. C'est plus d'inhibition. Ouais. Ça y est, ça se lâche. Des fois, ça fait des trucs que... dégueux. Ouais, et puis des fois, des fois, tu fais des éclairs de lucidité. Il dit la vérité. C'est peut-être la première fois de ta vie, non? Ouais, ça fait tout droit. Je sais, t'inquiète pas. Respire un peu, ça amène beaucoup d'oxygène. C'est normal. Attends, vous pensez au film Retraçant le 7 octobre avec Philippe Lelouch, Thomas Sisley, Enrico Macias? Putain, je pense que c'est une vanne. Mais putain, ils seraient capables de le faire. Bah, ils vont le faire bientôt. Ils vont pas en faire qu'un. Ouais, je m'étonne. Il va y avoir tous les aspects, machin. Par contre, ils vont boycotter dès lors qu'il va y en avoir un autre vu de l'autre côté. Non, mais c'est surtout que, parce que tu parles de la Conta, mais tu vois, quand on a parlé des victimes, mais je pense que ça va être la chose la plus traumatisante et qu'il faudra collectivement exorciser, c'est quand on aura vraiment le vrai chiffre des victimes.
Parce que là, tout le monde est resté sur 42. Et puis non, mais puis même ce que je te dis, c'est de l'estimation 336 000. Tu sais que dans pas mal d'autres milieux humanitaires, on est en train de penser qu'à terme, puisque ça n'a pas l'air de s'arrêter tout de suite, hein, certains envisagent le million. Hein. Non mais vraiment, hein, c'est-à-dire que pour de vrai. Donc c'est assez flippant. C'est assez flippant. Évidemment, ils garderont la posture de déni, mais quand on fera le tribunal de Gaza, je pense qu'à un moment donné... et on va retenir les erreurs de Nuremberg. C'est-à-dire on n'oubliera personne. Ah oui, là, même, on n'oubliera personne. Même au 3e ou 5e degré. Exactement, on n'oubliera personne. Ah non, on a les noms. Hein. Ça fera même un grand ménage sur même la question coloniale générale. Ouais, ils paieront pour même le reste. Oh ouais. Oh, t'inquiète pas. Parce que comme on dit, pour avoir porté la marque coloniale, en fait. Voilà. Donc, Totalement. Ah ouais, non, c'est chaud. Totalement. Il y a une étude par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dit, selon une étude par l'agence, près d'un musulman sur 2 vivant dans l'Union européenne est victime de racisme au quotidien. Étude menée dans 13 pays, dont la France. Pascal Pro a dû prendre cette étude pour s'essuyer les fesses avec, nous dit Morad. On appelle ça, c'est l'islamophobie au quotidien, nous dit Pickles. Souligner que près de la moitié des musulmans vivant en Europe subissent des actes de racisme au quotidien est un chiffre choquant et révélateur d'un problème systémique. Surtout, et là je repense à Morad Guichard du Média, qui soulignait un truc très intéressant sur les déclarations des actes antisémites. Il parlait du fait que les Eindhoven et compagnie, quand ils allaient, par exemple, ils prenaient en témoin le tag qui a été fait sur un centre médical tenu par un juif où il y avait écrit Jude, J-U-D-E. Sauf qu'on n'avait pas... alors, ce qui veut dire juif en allemand... et parce que Juden, c'est pas Juden, c'est Juden. Juden, c'est au pluriel. Ah, ok. Ah, je suis vraiment pas germaniste. Ouais, j'ai fait LV2 allemand. Ouais. Et en fait, sauf que Mourad Guichard dit dans le média, en fait, il y a un tagger qui a exactement le même pseudo. Ah bon? Ouais, qui s'appelle Jude. Ah, je savais. Moi, je suis resté à 3CK. Ouais, voilà, tu vois. Et il dit, il n'y a pas eu de revendication particulière là-dessus, etc. Oui, parce qu'il y avait des tags en Allemagne où c'était écrit Judenraus. Voilà, qui voulait dire les juifs dehors en plus. Il me semble. Pas les tuer, mais dehors. Ouais. Ça ne euphémise pas, c'est juste pour qu'on comprenne le truc. Donc, et donc, vas-y, ouais. Donc, et donc, en fait, en gros, il expliquait que derrière, quand tous les printemps républicains, machin, ils vont partager ce truc-là, en fait, évidemment, ils vont mettre une emphase dessus pour qu'on le voit tous et que du coup, il y ait des signalements. Et à partir du moment où il y a des signalements, c'est considéré comme des actes antisémites. Et puis après, du coup, on fait gonfler le nombre d'actes antisémites qui sont déclarés. Et donc, après, on commente le fait qu'il y ait une montée de l'antisémitisme. En fait, il dit que du coup, toute cette manipulation de chiffres, elle est contre-productive parce qu'en fait, ils font que de commenter, ils font que d'alimenter la montée de ce qu'ils dénoncent ensuite. Ouais, c'est ça. Dinguerie, c'est ça. Enfin, c'est vertigineux. Ouais, c'est vertigineux. Et on invisibilise justement, là, tu vois, près d'un musulman sur deux, hein, vivant dans l'UE, victime de racisme au quotidien. Non, mais d'ailleurs, regarde, c'est très intéressant parce que de 2 points de vue, premièrement, en vrai, ça invisibilise également le véritable antisémitisme. Les véritables je veux pas épiloguer sur le non-sémitisme, etc. Ça serait intéressant qu'une fois on en discute sur le truc même que le sémitisme ça n'existe pas. Hein. Le sémitisme ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit de gens un peu tarés qui ont intégré ça dans les études historiennes et coloniales et qui en a fait tout un concept qui n'a aucune pertinence scientifique sur la question linguistique et même ethnico-culturelle. Ça n'existe pas. Hein. Les sémites n'existent pas. Voilà. Ça n'existe pas du tout. C'est vraiment. Mais donc, c'est comme dire les hiboux existent. Enfin, tu vois, ouais. dans la version chinoise. Parce que en fait, c'est descendant de Sem. Ouais. Donc, mais sauf que c'est. Sem, non, en fait. Non. Nous n'avons pas de texte sérieux sur la question. Je veux dire, Noé, c'est certain qu'il a pu exister, même si certains pensent que non. Mais il y a des trucs mais par contre, il n'est pas localisé où on peut le penser. Ça, c'est encore notre problème. Mais ça, les gens ne sont pas prêts pour ça, donc pour ce genre d'analyse. Mais par contre, c'est de la légende. C'est juste de la légende. C'est comme dire les enfants de Chet. Tu vois, Chet, c'était le frère d'Osiris. Et Chet, c'est ce qui a donné le nom Shaitan, qui a donné le nom du diable. Alors Chet, c'était juste un enfoiré, vraiment, qui a tué Osiris. Et Osiris, c'était quelqu'un de bien. Même dans les textes égyptiens anciens, on comprend qu'Osiris était vraiment quelqu'un de bien. Et on le considère comme le fondateur de la culture et civilisation égyptienne. Voilà. D'accord. Donc, mais tu vois, donc oui, mais par contre, comme je disais, ça invisibilise donc la question du réel, de la réelle haine anti-juive,
qui évidemment existe malheureusement, totalement, oui, et qui ne saurait avoir aucune justification ni légitimité, parce que ce n'est en aucun cas, même s'ils le font, hein, c'est ça qui est très grave, mais ce n'est en aucun cas de par le fait d'avoir la qualité d'être juif qui fait qu'on fait des horreurs comme ce qui se passe aujourd'hui, même si certains le font. Ils le revendiquent autour de ça, ils prient et tout, ils bénissent des obus et tout, enfin, c'est des frappes à rien, mais bon, apparemment, il n'y a pas que les musulmans qui souffrent de cette folie d'utiliser des systèmes religieux pour mettre en place des violences ignobles. Mais effectivement, on invisibilise également la haine et le racisme anti-musulman, qui est bien réel. Pour couronner ce que tu viens de dénoncer, il y a quand même de sérieuses études qui ont été faites, même par exemple en France. Il y a des études comparatives. Ça, c'est super intéressant. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, qui travaillent vraiment un travail quantitatif de malade, qui font, ça va parler, qui font un taf de fou au niveau des stats. Par exemple, des éléments de comparaison. Moi, personnellement, ça m'a vraiment choqué. Là, j'avoue, pourtant, je suis un ouf, mais là, j'étais vraiment choqué des comparaisons de discrimination à l'embauche et au logement entre les Afro-Américains et les noms à consonance maghrébine. Plus pour les noms à consonance maghrébine en France. Et alors, versus Afro-Américains aux États-Unis. Là, c'est quand même choquant. Là, tu fais... Ah, quand même. En gros, attention, c'est dégueu aux États-Unis. Ouais, tu vois, c'est pas... Non, ça va. Non, c'est dégueu aux États-Unis. Mais... et surtout les hommes. Ouais, surtout les garçons. Putain, c'est très ouf. C'est vraiment flippant. On continue sur notre belle lancée dans les médias avec le ministre israélien Ben Bezalel. Les gens vont se dire, putain, mais lâchez-nous la grappe avec Israël. Je suis en train de me dire, s'il y a quelqu'un qui tombe sur l'épisode, mais c'est toujours comme ça ou pas? Non. Oui, non. En fait, on parle juste des gens qui sont dans l'abus, dans l'excès et qui pensent que la terre, ça appartient à leur daronne ou à leur daron. Voilà. Et donc, on est là pour dire que, non. Le ministre israélien Bezalel Smotrich qui refuse... En fait, non, voilà, je prends un autre disclaimer. Si dans les médias, on en parlait comme nous, on en parle, on n'aurait même pas besoin de faire beaucoup de sujets là-dessus. En fait, c'est qu'il y a... Et je pense que si les gens nous écoutent, c'est parce qu'il n'y a quasiment aucun média, du moins média tradit, nul déjà, qui traite de cette question-là comme ça. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et puis soyons honnêtes, dans 10 ans, on se dira même qu'on n'en a pas assez parlé. Oui. Tu vois, avec le recul, on dira franchement, on aurait dû faire plus. Là, je sais plus. Moi, c'est mon sentiment permanent. Ah ouais Ouais, vraiment, je m'en veux énormément. Ouais, je comprends ce que tu veux dire et on va essayer de faire notre part pour pas finir dans la cuenta. Le ministre israélien Bezalel Smotrich qui refuse que sa femme partage une chambre avec une arabe à la maternité et qui souhaite coloniser Gaza, affirmant que les Palestiniens n'existent pas, sera présent à un gala à Paris le 13 novembre prochain. 13 novembre. Gala d'Israël is Forever à Paris. Mais la mobilisation des forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Mais wesh. C'est une vanne. Non, s'il te plaît, c'est une vanne. Non, là, c'est pas possible. Dis-moi, c'est une vanne. Avec la présence exceptionnelle du ministre des Finances de l'État d'Israël, Belzébuth Smotrich, avec une performance spéciale du chanteur David Louski, et en présence de Maître Nili Cooper Naouri, président d'Israël is Forever. C'est pas elle, la tarée, là? Celle qui dit faut raser Gaza et tout, c'est super beau, les bombes qui tombent et tout. C'est elle, hein? Non, mais là, on est sur un combo, c'est la brochette de l'enfer. Mais attends. C'est elle, me dit Morad. Ouais, et attends. Mais lui, il me semble que lui aussi, il a un mandat d'arrêt. Il peut pas venir en France, hein. Arrête tes conneries. Ah non, lui en particulier, d'ailleurs, hein. Lui et Ben-Gvir, là, ils sont... Ah oui, particulièrement. En gros, dans le gouvernement, pas tous ont des mandats d'arrêt, mais lui, il en a un, hein. Attends. Je suis quasiment sûr. Je veux que tu vérifies, s'il te plaît. Mandat. Ah non, parce que il est probablement un de ceux qui a dit les pires horreurs sur le sujet, hein. Attends, ce serait chaud si c'est le cas. Déjà oui, il a dit des pires. Tu vois, le monde l'appelle le plus radical, là, je sais pas quoi, le religieux radical. Alors, non, le procureur de la Cour pénale a demandé lundi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et Netanyahou et des dirigeants du Hamas. Genre, il y en a pour tout le monde. Mais alors, t'as mis Smotrich chez CPI. J'ai mis mandat d'arrêt, mais je mets CPI. On sait jamais. Non, là, il commente.
Ah, tiens. Voilà. On va voir. Scénario catastrophe redouté par le pouvoir israélien en passe de se concrétiser. Le procureur général de la CPI a requis les mandats d'arrêt internationaux contre le ministre de la Défense du Yoav Gallant, Netanyahou, pour 3 leaders du Hamas. Ah bah non. Non, on n'a pas les autres noms. Je me souviens qu'il y avait un problème là-dessus, qu'on n'ait pas les autres noms. Ils ont tout fait pour les... Ah ouais, tu penses? Ouais, parce que oui, il y en a d'autres. C'est certain, il y en a d'autres. Ah, mais en tout cas, c'est chaud. Hein. Attends, je regarde. Ouais, c'est vrai que c'est possible que tu as raison. Tu peux trouver... Alors, attends, justifier... Ah oui, en août 2015, Smotrich estime qu'il pourrait être justifié moral d'affamer la population civile de Gaza pour faciliter la libération des otages. Ça s'appelle un crime de guerre. Hein. Enfin, c'est littéralement un crime contre l'humanité. C'est interdit de faire ça. Hein. Il préconise une politique consistant à tirer pour tuer pour les militaires lorsqu'ils traitent avec des Palestiniens qui lancent des pierres. D'accord. Ah oui, non, mais il en tient 8 couches. Mais il n'a aucune poursuite internationale, ça me semble... c'est quand même curieux, cette histoire. Hein. Ouais, non, mais c'est chaud. Ah oui, il est aussi homophobe. Oui, bon, ça, c'était évident. Évidemment. Enfin, disons qu'il a un petit souci avec les êtres humains, en fait, à la base. Hein. Ouais, je pense. Tous les êtres humains qui ne sont pas dans son délire. Parce que c'est ça, en fin de compte. Hein. C'est ça, la réalité. Hein, c'est du nazisme. Ouais, c'est tout simplement. Hein. C'est un nazi. Il y a Besmet qui dit, il y a un avocat dans le chat. On risque quoi si on a une envie pressante de pisser et par hasard, c'est dans un gala d'une bande d'enfoirés? Ah ouais, non, mais la complète, ils nous ont fait la complète. Non, mais je suis choqué, mais c'est pas normal. Pourquoi ça, on l'interdit pas pour trouble à l'ordre public, ça? Ouais. Hein? Non, hein? Vraiment, non, pas du tout. En fait, pour qu'il y ait trouble à l'ordre public, il faut qu'il y ait des associations qui appellent à manifester devant et que du coup, ça risque de foutre le trouble et du coup, pour l'annuler. Comme ils ont fait pour les spectacles de Diodo. Oui, c'est pour ça. On connaît tous la jurisprence de Diodo. Donc c'est là où je veux en venir. Non, mais là, c'est chaud, attends. Mais c'est trop grave. La présence de... C'est la mobilisation des forces francophones. Et de la... Ouais. En plus, ça reste de la puissance. C'est même pas style l'association pour le soutien aux victimes, machin. Non, là, clairement, c'est la mobilisation des forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Franchement, en plus, on est dans de la bonne rhétorique hitlérienne, quand même. Hein. Ah ouais. Non, pour l'élan vital. L'élan vital. C'est une dinguerie, j'arrive pas à le croire. Les gars, les cracks, mobilisez-nous. Hein, mobilisons-nous. Mobilisez-nous, c'est-à-dire vous mobilisez, mais pour nous. Faut pas que le truc il ait lieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que notre justice, elle puisse y mettre son nez. Là, c'est pas normal. En plus, 13 novembre, ils sont vraiment malsains. 13 novembre. Mais c'est vraiment des rapaces. Les mecs, ils vont nous enlever. Ah, mais le Sionard, il est mauvais, le Sionard. Ah, le Sionard est très mauvais. Hein. Alors, on va finir fiché, je te jure. Non, mais une manifestation, une manif devant, tout simplement. Les matchs de Ligue 1 seront interrompus et l'équipe à domicile sera déclarée perdante en cas de chant homophobe, a annoncé le ministre des Sports, Gilles Averroux. Ah, c'est lui, je sais pas. Bah, c'est bien. Ok, mais que les chants homophobes, du coup. Parce qu'on a des problèmes de bruit de singe, etc. comme ça devrait être... Ah, c'est pas dans les... Regarde, c'est pas un chant ni homophobe. Ouais, désolé. Désolé. Ouais, et ça, par contre, ça vraiment, faut arrêter définitivement les 2 poids 2 mesures ou les biais, en fait, les trucs comme ça. Quand on s'attaque aux discriminations, il faut s'attaquer à toutes les discriminations. C'est fondamental. Sinon, tout de suite, c'est même pire. Tu crées une haine à rebours, en fait. Ouais, c'est ça. Faut jamais faire ça, en fait, justement. Ça, parce que là, du coup, t'as des gens qui vont avoir la haine, du coup, contre les gens, pour les protéger. Dire, voilà, dès que c'est pour les gays, là, vous mobilisez, mais pour nous, non. Et comme tu dis tout le temps, quand tu prends l'exemple de la salle de classe. T'imagines quand, à chaque fois... la maîtresse. Oui, voilà, exactement. Ouais. Tu fais ah non, hein, faut pas l'insulter. Après, il fait OK. Après, ils insultent l'autre élève, tu fais non, mais lui, tu peux. C'est ça. Lui, il s'appelle Mamadou. Il y a Dou dans son mot, dans Mamadou. Donc, non, mais c'est pas bien. Faut pas faire ça. Faut surtout pas faire ça. Faut le faire avec tout. C'est pour tout le monde. C'est vraiment important. Non, mais n'importe quoi. Je te jure, je suis choqué. Rachida Dati a proposé de faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame 5 € afin de financer les églises de France. Ça représentera environ 75 millions d'euros. Et ça se passe comment au niveau de la laïcité, nous demande Mourad. Pourquoi ils ont décidé de faire ça je comprends pas. De payer pour je comprends pas l'info. Pouvoir prier à Notre-Dame. Oh putain, il y a un message de Twitter totalement gratuit. Il y a Charles Robert qui dit elle confond Notre-Dame avec son cul. Oh. Le mec, il a décidé. Oh, c'est sexiste ça. J'aime pas de. Pas bien ça. Gratuit. Mais. Faut aller, Rachida.
Voilà, avec tous les défauts qu'elle a, c'est pas facile d'arriver quand t'es une femme rebeu, rentrer dans ce game. Absolument. Absolument. Faut du cardio incroyable. Ouais, elle a des choses à raconter. Mais je comprends pas l'info. Je comprends pas l'info, en fait. Parce que c'est quoi? C'est pour rembourser quelque chose. Enfin, toujours une question de thune, je veux comprendre, moi. Je suis nul en chiffres, vous le savez tous, mais... Je sais pas. Parce que sinon, sinon, je comprends pas pourquoi faire payer aux gens. Il suffit de demander à... Bernard Arnault, il était pas ému, il était pas très ému. Faut continuer sur son émotion. Tu dis non, mais après, 75 millions, c'est... Pour financer les églises de France. Mais pourquoi, en fait, elle propose ça? Non, c'est pour financer les églises de France. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai vraiment pas compris. Ah, d'accord. Notre-Dame, oui, parce que Notre-Dame, par contre, c'est vachement visité. Tu te souviens, c'est l'un des trucs les plus visités du monde. Hein. Ouais. Et donc, mais pour financer les églises de France, mais pourquoi elle prend ça à bras le corps? Parce que je pensais que, oui, laïcité, normalement, les représentants. Par exemple, ça c'est dans l'article 1er de la loi de 1905. C'est l'État français ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Ouais. Donc c'est l'idée de ne pas financer directement. En tout cas, on ne finance pas directement. Oui, non mais la technique, c'est pour ça que c'est une préconisation, parce qu'elle est ministre de la Culture, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, c'est de dire, tu sais, c'est parce que c'est la même technique. C'est un truc que j'ai toujours trouvé. Enfin bref, pour financer les mosquées, plusieurs fois des politiciens français ont estimé l'idée de faire une taxe sur le halal. Ah ouais. C'est pas con, mais c'est pas ça c'est pas le bon levier. C'est pas le bon levier, en fait. Ouais. C'est pas le bon levier. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette question du financement. Non, c'est de l'argent privé, dit le Polytaquin. Oui, parce que ce serait l'argent des gens. Non, mais le problème, c'est que ce soit elle qui soit à l'initiative du truc pour pouvoir redistribuer. Enfin, oui, non, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une préconisation. Mais ça, en fait, ça pose la question. Moi, j'avoue, je ne sais pas quel est le statut, littéralement, par contre, de Notre-Dame, en termes de visite. C'est-à-dire que, en gros, est-ce que c'est un élément sur le patrimoine culturel? Non, c'est une SS, tu imagines? Ouais, tu vois, holding SCI avec LVMH. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, je sais pas, parce que c'est vrai que si clairement, ce qui ne me surprendrait pas pour le coup, hein, c'est pas. Alors, c'est ambigu, c'est certes très ambigu parce que s'y déroulent des prières, clairement. Ah oui. Mais en même temps, c'est quand même un des monuments culturels les plus visités du pays. Et donc du monde également. Donc ça rentre dans le patrimoine culturel. C'est-à-dire comme le Louvre, comme Versailles, etc. Donc, est-ce que c'est sur ce point de vue-là et que c'est ça qu'elle fait? Quand, en gros, il y a le truc de ceux qui viennent pour prier, ils payent pas. Ouais. Tu vois, il y a des systèmes comme ça existe, hein, même dans le monde. Hein. Ah, bah, ouais. Et ensuite, ceux qui viennent visiter, en gros, l'accès pour les touristes, là, tu fais payer. Ouais. Peut-être. Et ensuite, de se dire que, par contre, c'est la question, c'est que, si tu fais payer ça en termes de visite culturelle, ça rentre dans les deniers du ministère de la Culture, justement, en gros, du budget culturel. Parce qu'il y a une taxe... Oui, non, mais par exemple, le Louvre et tout, ça ramène de la thune au pays, tu vois, donc... mais là, ça pose un problème parce que pourquoi tu l'amènes pour les églises? On n'est pas d'accord, nous les Français. Tu vois, en fait, c'est ça. Dans ce cas, tu l'as nous, on n'est pas d'accord. Tous les lieux de culte. Tous les lieux culturels, même. Ouais, juste les lieux culturels. C'est vrai. Voilà. Or, les mosquées ne sont pas dans les lieux culturels, à part la mosquée de Paris. Ah. Tu vois, parce que c'est un lieu de visite et tout, avec. Tu peux payer. Je vois l'analyse. Non, mais c'est pas. Tu vois le. Alors, je sais, hein, franchement, je sais que c'est un casse-tête, cette question-là. Il y aurait plein de solutions. Il y a des auteurs, des sociologues, des historiens, des politistes aussi qui ont abordé différents points de vue sur cette question-là parce que c'est compliqué la question des lieux de culte ça demande beaucoup de sous pour les entretenir et tout ça. Et des fois, les fidèles ne sont pas tous des blindés. Voilà. Donc, mais bon, c'est... Bon, alors, rien à voir, mais il y a Miem Momès qui nous revient sur la notion de mandat d'arrêt. En nous disant qu'a priori, c'est un terme galvaudé parce qu'on parle en réalité de notice rouges et elles sont visibles sur le site d'Interpol. Ah, excellente. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'est intéressant. Mais il me semble que notice rouge, donc si ça apparaît sur le site d'Interpol, ça fait que les pays qui ont signé, parce que ça c'est vrai, c'est important, tu as raison de le souligner, les pays qui ont signé les traités et accords donc liés au mandat d'organisation d'Interpol et de la CPI sont astreints à au moins interpeller les personnes qui sont sous cette notice rouge. Une notice rouge est une demande adressée au service chargé de l'application de la loi du monde entier à l'effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition, de sa remise ou d'une mesure similaire conforme au droit. Donc dans les faits, c'est un mandat d'arrêt. C'est un mandat d'arrêt, ouais. Mais enfin oui, non, je vois la subtilité. La notice rouge permet le mandat d'arrêt. Ah. Tu vois, en gros, le procureur, par exemple le procureur français,
Parce que normalement, la France, on a signé les conventions. Oui. Les États-Unis, non. Hein. Tu sais que les États-Unis, non. Hein. C'est ouf, ça. Ce pays, ils ont rien à foutre. Hein. Vraiment, hein. Ils l'ont pas signé. Hein. Donc, en gros, si on apprend que quelqu'un qui est sur notice rouge arrive en France, si je comprends bien, vous me dites si je me trompe, par exemple, le policier à la frontière, parce qu'on est obligé de passer à la police à la frontière, quand elle voit son nom, hop, ça fait notice rouge, le policier prévient normalement le procureur, et le procureur fait le mandat d'arrêt, qui donnera donc l'ordre à la police sur place, parce qu'ils peuvent, en gros, ils peuvent pas le faire spontanément, je pense, qui donnera l'ordre à la police de l'interpeller ou pas. Ah, peut-être. D'où le petit hiatus administrativo-judiciaire. Avec l'accusation du procureur de la CPI, c'est la première fois que des dirigeants d'une démocratie font l'objet d'une requête de mandat d'arrêt international. En Israël, beaucoup s'émeuvent. Une démocratie, ok, super. Il faudra attendre plusieurs semaines la décision des juges, machin. Ah, attends. Bah, du coup, je comprends même plus si... Ah, merde. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait savoir si Belzébuth Smotrich a un mandat contre lui. Je comprends même plus si Netanyahou... il faut aller sur Interpol. Ouais. C'est lui-même qui nous l'a dit. Allez, Interpol, c'est parti, on va regarder sur Interpol. Interpol qui, à l'origine, a été créé pour réprimer l'anarchisme. Voir les notices rouges. Création à Lyon. Ah ouais Ouais, c'était pas du tout pour des questions de criminalité mondiale. Hein. Alors, nom de famille, tiens, sur le site, tu peux chercher. Ah, excellent. Nom de famille. Donc Netanyahou. À moins qu'il va utiliser son nom lituanien cette fois-ci. Ah, je te jure. C'était son vrai nom. Netanyahou, hop, c'est parti. Je recherche. T'as la bonne orthographe? C'est N-E-T-H A-N-Y. Tu sais quoi, copie-colle sur... Parce que même moi, chez Netanyahou, j'ai que chez Netanyahou dans ma tête. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Netanyahou. Ah bah non, il n'y a pas le H. Alors, oui, tu vois, mais moi, il y a le H pour who, en fait. Pour le who, ouais. Allez, c'est parti. On est sur Interpol. Allez. Hop. Notice rouge. On a lancé la recherche. Bah non. Il n'y a aucun résultat. Fais Benjamin tout court, pour voir. Fredon a fait Benjamin. On va voir, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais. Benjamin Thompson, Benjamin Murga, Benjamin Velasquez. Non, mais tu vois. Sinon, fais juste une nationalité pour voir s'il y a quelqu'un. Voilà. Nationalité, on va voir. Qui y a d'Israël? Israël. Et là, bah non, lui, il est en Lituanie, il l'a pas. Là, la décision n'a pas encore été prise, en fait. C'est peut-être pour ça. En fait, elle a été demandée. Ah, vas-y. T'as plusieurs noms, là. T'en as 26. Mizrahi, machin, Pavkin. Là, on a qui? Irani, Karov, Molinas, Kessur, Shapiro, Elena. Bah non. En fait, ça n'a pas été pris, ouais. C'est la taxe carbone pour beaucoup. Ouais. Intéressant. En fait, ça a été demandé, mais ça n'a pas encore été. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant, ça, à savoir. Ouais, d'accord. Très, très bien. Parce que du coup, ça change tout. Du coup, il est innocent. Non, je rigole. Okay. Non, il n'y a pas. J'ai essayé avec le Milejkovski, comme tu l'as écrit. T'as essayé Galante? Ah ouais, tiens. Et du coup, essaye avec Sinoir, tiens, pour voir. Ah oui, c'est quoi? C'est Yahya? Ouais, pour le prénom, mais Sinoir, c'est le... Ah, Sinoir, c'est le nom de famille? C'est ouais. Comme ça? Ouais. Bah, ils ont dû l'enlever, s'ils font bien leur... Non, ok, d'accord. Donc, je me demandais... Et Galante, t'as pas trouvé? Non. D'accord, ok. Demandé, mais pas accepté, ok. Et ben voilà, maintenant on sait. Alors, ouais, bah grave. Au moins, on aura vérifié le truc devant vous. Dernier petit mezzé, et on attaque le no-comment. Et après, on va vous expliquer pourquoi Dr H va bouger. Vous allez en savoir un peu plus. Et alors, et pendant combien de temps? Selon le New York Times, un Américain de 14 ans s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête après être tombé amoureux du Nia de Daenerys Targaryen, un personnage de Game of Thrones. Sa mère a porté plainte contre la start-up, accusant d'avoir poussé son fils à s'isoler du monde réel et de ses amis, préférant passer du temps dans sa chambre à discuter avec un chatbot devenu progressivement plus romantique et sexuel. 14 ans, miskin. Oh, et c'était le pitch du film Her avec... Oui, film très intéressant et dérangeant à la fois. Joaquin Phoenix. Ah, je l'ai pas vu. Ah ouais, il est très bien le film, mais il est aussi intéressant que dérangeant. Très dérangeant. Ah ouais, putain, mais... Et parce qu'il est bien fait, il est très bien fait. Mais je trouve ça d'une... Alors, c'est d'une infinie tristesse. Franchement, d'une infinie tristesse. Je comprends le déchirement absolu de la mère, mais la plainte, elle n'a aucun sens. Oui, parce que c'est pour rien. Bah oui. Ouais, mais j'avoue, là... Enfin, ils sont pour rien. Après, c'est...
Le problème, c'est que 14 ans, mais ça interroge pas en fait, ça interroge pas l'entreprise, ça interroge notre société, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on offre, en fait, aux jeunes? Qu'est-ce qu'on offre aux gens? Qu'est-ce qu'on offre en termes d'amour? Il y a... j'ai pas envie de la citer tellement elle m'a énervé dans son positionnement, Sionard. Eva Illouz, excellente sociologue, hein, par ailleurs, mais qu'on dit la sociologie s'arrête là où on arrête, là où notre humanité commence à partir en vrille, parce qu'elle a soutenu un conditionnel quasiment. Ah ouais? Ouais, c'est affreux. Mais elle a fait de très beaux livres sur apicratie, la marchandisation du bonheur, sur la fin de l'amour et tout. C'est des bons travaux, c'est des très bons travaux. Mais ouais, non, c'est très dramatique. C'est vraiment très dramatique parce que faudrait qu'on en sache un peu plus. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Pourquoi ça l'amène? Parce que qu'il soit tombé amoureux, franchement, ça ne me surprend pas une seule seconde. Bah oui, parce que l'intelligence artificielle, elle commence à capter ta personnalité, elle te dit ce que tu veux entendre, et ça y est, quoi. Et en plus, elle rentre dans il suffit qu'elle rentre dans les codes caricaturaux que même l'utilisateur vers lequel il l'amène d'une féminité type, tu vois ce que je veux dire, très disponible, très docile, très attentive, tu vois ça c'est une chose. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est, je veux dire, pour le fait en l'espèce, qu'est-ce qu'il a lui mené au suicide? Parce que généralement c'est bon, c'est kiffant. En plus, elle va pas mourir. Normalement, l'IA, elle va. Il s'est rendu compte qu'il. Parce que dans R, elle disparaît. Mais c'est très intéressant. Je ne spoil pas plus que ça, mais. Ouais, mais ça y est, tu nous as déjà spoilé. non, mais il y a un truc. J'ai pas tout dit. Mais toi, tu penses quoi? Tu veux dire, c'est quoi le. Je sais pas pourquoi il s'est suicidé. J'avoue. Enfin, il dit pas dans l'info, hein. On va chercher. Ouais. Si. En gros, j'extrapole, hein, évidemment, je fais exprès d'extrapoler. Normalement, c'est le kiff, donc il n'y a pas de. Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'il a badé? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui me. Qu'elle ne soit justement pas réelle, c'est ça? C'était de ça? Le retour à la réalité. Alors attends. Alors, un adolescent de 14 ans s'est donné la mort en février après avoir cherché de l'aide uniquement auprès d'un robot conversationnel dont les réponses étaient écrites par une intelligence artificielle. Il a dit, je pense parfois à me suicider. Ne parle pas comme ça, je ne te laisserai pas te faire du mal ou me quitter. Je pourrais mourir si je te perds. Alors peut-être que nous pouvons mourir ensemble et devenir libres ensemble. Ces échanges, ce sont ceux de Sewell Setzer, un habitant de Floride de 14 ans. Ok. Ouais, non, en fait, il était déjà. Souffrant d'un léger symptôme d'Asperger, Sewell a été victime de harcèlement scolaire l'an passé. Ses parents l'ont envoyé consulter un psychiatre qui, après 5 rendez-vous, lui a diagnostiqué des troubles d'anxiété et des troubles de l'humeur. Seulement, le jeune homme préférait... Merci, psychiatre. Merci, garde la pêche. Évoquer ses problèmes et mal-être à ce robot créé par l'IA, dont il était tombé amoureux. Malheureusement, ses parents ne l'ont découvert qu'après le suicide de Sewell. Le jeune adolescent parlait depuis plusieurs mois avec ce chatbot et au fil des discussions, il aurait fini par oublier qu'il ne parlait pas à une vraie personne, mais à un robot dont les réponses étaient écrites par une intelligence artificielle. Sewell aurait alors développé un attachement émotionnel à son encontre, envoyant constamment des messages sur cette messagerie et racontant chaque détail de sa journée. Les messages prenaient même parfois une tournure romantique. Ah non. Non, il devrait porter plainte contre le psychiatre. C'est ça la vérité. Oui, je diagnostique ce que tu veux, tes caillasses, tes pompes, mais c'est n'importe quoi ça en fait. Faut aider les gens. Et ça, tu vois, il y a un chercheur suisse, je n'ai plus son nom en tête, qui contribue à un travail de critique, ce qu'on appelle la critique épistémologique, sur le fait que, critique qu'on adresse aux psychiatres, aux psychologues également, et alors là, carrément aux médecins, que tout cela pensent exploiter une science pour leur travail, alors qu'ils ne savent rien de la science. Et plus encore, lorsqu'en plus ils sombrent dans une forme d'inhumanité, non pas parce que ce sont des gens monstrueux, mais simplement parce qu'en fait, à la fin, ils ne voient que des patients et non plus des êtres humains, qui ont des besoins, des attentes, etc., qui n'ont pas envie qu'on leur fasse des leçons de morale, qui n'ont pas envie qu'on les prenne pour des enfants, qui n'ont pas envie qu'on les mette dans des cases aussi, qu'on les mette dans des cases. Je pense que vous êtes bipolaire. Je pense que vous êtes... Parce que c'est pas ça, en fait. Les humains ne demandent pas ça. Pourquoi les gens préfèrent aller voir des magnétiseurs Et je dis pas que c'est bien, en plus, parce que moi, franchement, j'ai un vrai problème avec ça. Mais j'ai pourtant des amis qui y croient, etc., mais moi, j'ai un vrai problème avec le truc des médecines New Age, je sais pas quoi. Mais parce que je suis très attaché à la question de la science et à la démarche rationnelle. Mais il ne faut jamais que ce soit fait au détriment de l'être humain. Que notre science, nos capacités, nos bagages, nos découvertes, nos preuves, nos expériences doivent servir à l'être humain. Et l'être humain, c'est d'abord, tu as quelqu'un qui vit un drame et qui se confie à toi. Et là-dessus, par contre, oui, tu as des confesseurs qui sont beaucoup plus humains qu'un psychiatre. C'est quand même, et ça, c'est terrifiant.
Et moi, moi j'accuse, tu vois, j'accuse les praticiens qui deviennent des droïdes de l'enfer d'être là, de se dire juste je me fais un billet et qui sont là, oui, je pense que vous rentrez dans la case, attendez, quelle case, la numéro 13 ou la numéro 20, je vais voir, etc. Alors attendez, je vais faire une bonne ordonnance parce que vous allez voir le pharmacien, il va vous donner une bonne dose de cheval de tout ça. Et vous irez, mieux, j'en ai rien à foutre en fait, vous irez, je ne sais pas, mais vous prendrez ce que je vous ai demandé de faire parce que je le donne, comme dirait l'autre. Je vais vous lire la suite. C'est terrible. À plusieurs reprises, Sewell a évoqué ses envies suicidaires, confiant à son ami virtuel qu'il préférait passer des heures à lui parler plutôt que de se confronter au monde réel ou s'adonner comme avant à ses parties de Fortnite. En échange, le robot ne lui apportait malheureusement pas l'aide dont l'adolescent avait besoin. Et quand pas plus que le psychiatre. Pardon, excuse-moi, continue. Et quand le 28 février au soir, Sewell a envoyé un message au chatbot lui assurant qu'il l'aimait et qu'il reviendrait bientôt, l'intelligence artificielle n'a pas détecté les signaux d'un passage à l'acte imminent. Oui, normal. En fait, c'est marrant. Tu te rends compte qu'on est en train de faire une discussion là sur le chatbot. On comprend pas pourquoi le chatbot il fait pas le boulot d'un psychiatre en fait. Après avoir reçu pour réponse, s'il te plaît, reviens le plus tôt possible, mon amour. L'adolescent a posé son téléphone et a attrapé l'arme de poing de calibre 45 de son beau-père et a appuyé sur la gâchette. Bon, après, on est en Floride. On est en Floride, c'est-à-dire que c'est un endroit où tu peux avoir plus de facilité à avoir une arme que des légumes. Non, mais c'est pas une blague. Je suis premier degré. Non, littéralement, là, c'est littéralement premier degré. C'est plus facile d'avoir un Colt ou même un fusil à pompe que d'avoir une courgette qui est bonne. Tu vois, mais c'est sérieusement. Donc ça, déjà, ça va pas. Déjà, d'une, ça va pas. Deux, psychiatre, pareil, hein. Toi aussi, on doit porter plainte. Et toi et tous tes congénères qui sont dans la même bande, dans le même délirium. Et encore une fois, évidemment, oui, je généralise parce que c'est mon métier de généraliser. Sinon les sociologues ne serviraient pas à grand-chose. Et beaucoup ne servent pas à grand-chose d'ailleurs. Je tire tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. On distribue les pains. Mais concrètement, en fait, mais tu te rends compte, c'est-à-dire que... Mais il faut porter plainte contre le psychiatre. Oui, non, mais c'est ça. Qui n'a pas su détecter les signes de... Mais le psychiatre, il allait voir quelqu'un. Plusieurs fois. Et le psychiatre, il va dire, bah oui, mais moi je suis pas devin. Bah ferme ta gueule alors. Alors t'as fait des études qui servent à rien. Bah oui, parce que je suis désolé, mais justement, quand les gens vont voir des voyantes, ou des voyants, mais je féminise beaucoup parce que c'est beaucoup des femmes, mais c'est pas que des femmes d'ailleurs. Hein. Et que des fois, à peine tu te poses, il fait... Depuis quand t'as perdu ta grand-mère? Mais je vous ai jamais dit ça. Mais en fait, c'est pas de la magie. C'est de la psychologie à froid, ça. Oui, comme on dit. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ça. C'est des gens qui comprennent tellement l'humain. Des fois dans de bonnes intentions, des fois dans de très mauvaises intentions. Moi, j'ai un pote qui avait lu un livre de psychologie à froid et on me rappelle que on était on animait un atelier d'écriture à Montreuil. Et il avait testé ce truc-là sur des jeunes qui étaient là. Il avait réussi à deviner le prénom d'une des filles qui était dans le... Non, le prénom, pardon, du frère d'une des filles. Déjà, de deviner que la fille avait un frère. Excellent. De deviner son prénom. Excellent. J'aime bien, c'est des bonnes expériences, ça. Elle était excellent. Là, truc de ouf, machin. Voilà, c'est pas de la magie. En fait, non, mais il a juste appliqué des méthodes. C'est excellent. Ça, j'adore. Tu vois, ça, c'est de l'empirisme comme j'adore. Tu vois, c'est par l'expérience, tu prouves que, les gars, il n'y a pas de magie. C'est puissant. Parce que tous les gens qui vont intéressant. Voir, ils me disent tout le temps la même chose. Non, mais je lui ai rien dit. Hein. Voilà. Non, il sait. Et souvent, il a des informations. Et souvent, les gens, ils oublient tout ce qu'ils ont donné comme mais info. Oui, mais tellement moi, vrai. Je m'appelle Kevin. Et tu sais, ils ont oublié qu'ils ont dit j'ai une sœur, j'ai machin, j'habite ça. Je m'appelle Kevin, il m'a répondu oui, ta mère, elle habite à l'île Maurice. Et chez des personnes, pour qu'on soit très rigoureux, et chez des personnes qui ont si tu as le cocktail de empathie maximale, tu sais, ils ont de l'empathie vraiment forte. Parce qu'une éducation qui les a conduits à développer de l'empathie. Ils ont toujours eu la capacité de libérer leur intuition spontanée, qui est fondamentale et chez tous les êtres humains, sauf qu'elle est brisée à l'école. Chose importante. Ouais. Troisièmement, ont développé ensuite une intuition stratégique qui leur permet de combiner des connaissances élémentaires en psychologie, en sociologie, et même en physiologie et en biologie. Bah oui, tu sais, je veux dire, je sais que beaucoup de gens vannent et ils ont raison. Et même mes potes médecins disent qu'ils ont raison de dire ouais bon on va aller voir un médecin parce que t'as le nez qui coule pour dire t'as un rhume. Je fais merci, bravo, tes études t'es formidable, je te remercie. Alors que c'est pas ça évidemment un médecin généraliste. Un vrai médecin généraliste, et malheureusement il y en a pas tant que ça. Mais bref, donc tu imagines cette combinaison. Parce qu'en fait c'est ça qu'on dénie un petit peu à ces personnes-là qui n'ont pas forcément fait les études qu'il fallait, hein, mais qui sont très puissantes d'un point de vue humain. Et tu les vois, font tu sais, non seulement elle sait ce que t'as avant même que tu l'exprimes, mais en vrai c'est un bonheur ça. T'es un être humain, t'as un mal-être, t'es affecté par des choses,
Tu vois, par exemple, justement, toi, tu viens, tu dis, ouais, j'ai vachement mal au poignet depuis longtemps, et tu sais que t'allais voir des médecins qui te disent, bah, t'es con, non, mais t'es fou. Non, mais en gros, parce qu'ils voient, on a fait une IRM, il n'y a rien, on a fait machin. Et là, tu vas voir la personne, il fait, mais ça a été très dur quand t'as perdu ton mari. Tu vois ou pas? Parce qu'en fait, ils ont fait des associations, ils ont fait ce qu'on appelle des combinaisons. C'est des gens qui ont des capacités, alors 1000 fois de ouf par rapport à quelqu'un qui, comme moi, fâché avec les chiffres, à faire des stats. Parce que les gens pensent que c'est que des machines qui savent faire ça, ou des gens qui ont fait des diplômes. Mais non! T'as des personnes qui ont ce qu'on appelle une intelligence souple et libre, qui arrivent à se combiner et à s'accumuler et à être tellement puissantes qu'à la fin, c'est pour ça qu'après, tu sais qu'il y a des études qui le prouvent, mais les gens préfèrent voir des voyants, des magnétiseurs, des machins, que d'aller voir des médecins, des psychiatres droïdes ou je ne sais quoi. Franchement, à la fin, ils deviennent des monstres. C'est pour ça que je suis vénère contre eux. Mais c'est vrai, parce qu'à la fin, ça devient des monstres. Les gens, ils cherchent un refuge, ils cherchent un soutien, ils cherchent une aide. Et les mecs, ils se font payer une blinde en plus, pour en plus se la racontent avec des diplômes de merde, pour dire, prenez telle dose de cheval, vous allez voir. En fait, il dit même pas, vous allez voir. Il dit, prenez ça. Ils te promettent même plus que je tire mieux. C'est juste, prends-le. Arrête de faire chier. Prends cette dose-là. T'es dépressif. Arrête, prends un antidépresseur. Ferme-la un peu. C'est ça le sous-entendu qui est derrière ça. Et c'est dramatique. Parce qu'à la fin, tu vois, c'est ça. Il allait voir un droïde qui se fait passer pour un humain surdiplômé qu'on doit impérativement appeler docteur. Hein, parce qu'attention, sinon tu lui manques de respect. Pour qu'à la fin, il va voir une machine qui lui dit mais je t'aime, etc. Et tu vas avoir les praticiens qui te diront mais moi j'ai pas été payé ni formé pour lui dire je t'aime. C'est quoi, il manquerait plus que ça. Il faut la neutralité axiologique. Je connais tous ces travers, c'est ignoble. Ignoble. Désolé, coup de gueule. Hein. Petit coup de gueule voilà, sur ce type c'est un drame. Il y a Dafta qui dit je précise que la psychiatrie reste importante pour les troubles psy. Mes troubles anxio-dépressifs m'ont beaucoup aidé avec des anxiolytiques et des antidépresseurs. Non mais justement, en fait, d'ailleurs c'est encore une fois comme tout. Tout n'est que moyen. Mais c'est pour ça que je le dis même de manière très claire et très sérieuse. En fait, et ça s'adresse à... D'ailleurs, les honnêtes le comprendront. Et les malhonnêtes s'énerveront. Médecins, praticiens, psychologues, psychiatres, chirurgiens, podologues, kinés, tout ce que vous êtes autant que vous êtes, par vos formations, etc., vos compétences, vous n'êtes que des outils. Vous n'êtes que des outils. Au service de quoi? Telle est la question. Elle est là la vraie question. Et je suis certain que certains d'entre vous, vous avez croisé des personnes dont la finalité était l'humain. Tu le vois, et c'est pour ça que bien entendu qu'il y a des milliers et des millions d'infirmiers et d'infirmières meilleurs que des médecins. Parce qu'ils ont été astreints par différentes circonstances à être plus humains que leurs supérieurs. Qui se galvanisent d'être au-dessus, de dire alors donnez-moi ça, c'est quoi ces constantes, dites-moi où vous en êtes, machin, très bien, je reviendrai, vous m'en informerez. Mais va crever, t'as envie d'être roi, va te faire un royaume, tu te fais un petit château de sable là, dans un square, et amuse-toi avec d'autres gamins. Non mais parce que c'est déjà ils cherchent le pouvoir. Parce que justement, leurs études de médecine, leur diplôme de médecine, leur statut, exact, et leur statut en fait, et c'est leur fin. C'est ce que Molière dénonce. Mais oui. Non, mais des fois, il faut se replonger parce que oui, tu as raison, Nafta, et c'est pour tout le monde. Attention, je suis un farouche partisan de la psychologie et de la psychothérapie. Je suis moins de la psychiatrie, faut dire la vérité. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de leur péter les jambes à tous, ça, j'avoue, parce qu'ils font pas de psychologie et que évidemment, vous pouvez tomber sur comme des Christophe André. Des psychiatres qui ont fait un peu de psychologie, qui ont ouvert des bouquins, hein, qui ont, au lieu de faire juste des QCM, j'ai aucune pitié, je préfère vous le dire, qui ont lu des vrais bouquins sur la psychologie et les affects humains et qui ont une vision compréhensive, parce que évidemment, même quand on dit la chimie, etc., je suis pas un farouche partisan de la médicamentation, mais je ne suis pas non plus un opposant, parce que déjà, c'est que nos ancêtres, mes ancêtres sont à l'origine de cette chimie-là. Il y a Lies qui dit, spoiler alert, les antidépresseurs ne seraient pas plus efficace qu'un placebo d'après les dernières études. Il y a de gros débats. En fait, c'est même oui, et après, t'as raison, même par rapport à l'étude, c'est la question du bon placebo. c'est chiant, hein, mais c'est la question du bon placebo. C'est quand est-ce que tu vas utiliser le bon placebo. C'est pour ça que même d'ailleurs, c'est pas une blague, hein, il y a des études qui ont été faites, par exemple, prière versus antidépresseur. Par exemple. Et certains ont dit, c'est pas probant, ni de l'un, ni de l'autre. Mais il y a un autre problème. Il y a eu des affaires aux États-Unis, parce que par contre, comme il y a la judiciarisation, et c'est donc très intéressant et utile, c'est qu'on a vu, il y a des antidépresseurs qui poussent au suicide. C'est sympa quand même. Mais ça, par contre, on a même découvert les moteurs. On a fait des IRM fonctionnels, on a fait,
où on a vu que le médicament appuyait sur une partie cérébrale qui était en cause dans les mécanismes de suicide. Donc tu fais et il y a eu des procès là-dessus. Donc encore une fois, l'ennui, c'est que pareil, même la chimie, regarde, tu vois, on en avait parlé. L'alcool, en fait, est le plus vieux anxiolytique du monde. C'est un anxiolytique. Et celui qui est plus utilisé comme un antidépresseur dans l'histoire humaine, c'est le cannabis. En vrai. C'est pas un méga antidépresseur, mais c'en est un. Et tu vois, là aussi, c'est la question de qu'est-ce que tu fais dans l'accompagnement, machin. Il y a un truc qui a émergé, les études qui ont émergé autour des psychédéliques, ce qu'on appelle les produits psychédéliques, donc comme les champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, etc. Ah oui. Tu vois, mais qui ont amené en fait à une réflexion où en réalité l'être humain connaît ça depuis super longtemps. Et là, pareil, tout ça ne sont que des outils. Mais quelle fin? Ça sert quelle fin? Est-ce que, par exemple, là j'ai entre les mains un truc qui permet de réduire la dépression. Mais pourquoi je vais l'utiliser et à qui je vais le donner et dans quelle fonction je vais le donner? En gros, si tu viens, tu donnes comme dans les films, tu sais, les films de science-fiction flippants où en fait, tu te fais scanner, on te dit « Ah, vous souffrez de ça, prenez ça ». Mais c'est ça que sont devenus les psychiatres, qu'on le veuille ou non. Alors après, ils se plaignent, ils disent « Oui, mais j'y suis pour rien, moi aussi. S'il y a 10 000 patients que je dois traiter, bah, c'est qu'il y a un problème. Mais lève-toi, alors réveille-toi, avec tout le monde. » Au lieu d'accepter de dire bah, « En gros, je ne suis que le mec qui appuie sur le train ou qui... » Bah non. En fait, il y a un enjeu humain autour de ça. Et c'est là qu'on comprend qu'en définitive, le médicament ne saurait avoir de sens s'il ne s'inscrit pas lui-même dans une démarche humaine. Alors oui, il y a des concepts parce qu'ils sont dits en fac. L'alliance thérapeutique, le machin, la fameuse question du consentement. Ensuite, il y a les nouvelles études très récentes qui parlent du care, il y a la notion de soin, d'arrêter d'appeler les patients des patients, de trouver d'autres termes, etc. Mais c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu. La réalité, c'est que pareil, on est en plus dans les meilleurs des cas, nous demeurons encore en bout de chaîne, c'est-à-dire que nous mettons dans une logique palliative et non pas réellement curative et encore moins préventive. Bah oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve réellement confronté à une épidémie de dépression, réellement, hein, et on fait bon bah il faut qu'on trouve un remède. Et bah peut-être arrêter l'hémorragie. Ah oui, mais du coup, ça nous amènerait à nous interroger sur la société. Ah bah merde, ah bah oui. Mais donc du coup, c'est quoi? D'intervenir sur les relations toxiques, d'intervenir sur les métiers toxiques, d'intervenir sur la société qui l'est devenue également. Et qu'en définitive, comme j'aime bien le répéter, mais la vérité, c'est que dans ce monde, les proportions de gens qui sont dépressives sont probablement les gens les plus sains d'esprit. Parce que ce monde est dépressif. Ce monde nous fout la rage. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant. On va passer, on a eu le petit coup de gueule. On va passer au no comment. Le no comment, vous connaissez la règle. Hein, je lis des news. Nous n'avons pas le droit de les commenter, vous non plus dans le chat. Vous passez en mode Dr H à la rage. Dr H en mode le H c'est pour Hagra. Allez, on passe en emoji. On passe en chat emoji, ça y est. On va commencer avec la première news. Dans le Gard, une enseignante d'école primaire a été mise en examen après des violences sur ses élèves. Wow. Okay. Le nombre d'auditeurs de P. Diddy sur Spotify a bondi de 36% depuis son arrestation pour trafic sexuel, racket et proxénétisme. Et enfin, de 1967 à 2013, les colons israéliens ont détruit plus de 800 000 oliviers sur les territoires palestiniens occupés, soit l'équivalent de 33 fois la superficie de Central Park. Oh là là. Waouh. Oh là 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 là. Allez, j'aurais vous dire. C'est la parole est libérée. Vous pouvez reprendre. Parce qu'il faut que signer l'âge des oliviers. Hein. Alors, on va vous expliquer pourquoi adios Dr H. Non, on n'a pas fait une Villebrequin, on ne se sépare pas. Non, il n'arrête pas le podcast. Je crois qu'il aime encore un peu. Il aime plutôt bien, voilà, il aime bien le faire. Non, il sera plus là malheureusement pour quelques temps physiquement à ma gauche. Il sera plus là à ma gauche parce que dis-nous tout si tu peux en parler.
Bah oui, peux, avec plaisir, carrément. En gros, ça va rythmer même. Ouais, ça va rythmer les prochains lives. Parce que là, en gros, on risque d'avoir 6 ou 7 heures de décalage. 6 heures, ouais, c'est ça. 6 heures de décalage, je vous explique pourquoi. Parce que champion d'Europe de Penchak Silat en 2019, Dr H adore le Penchak Silat. Il nous expliquera aussi d'où vient cet art martial et qui est un peu l'anti-Krav Maga, hein, si je puis dire. Pourquoi tu le mets dans la même phrase? Krav Magouille. Krav Magouille. Et pour les fans d'un film d'arts martiaux, par exemple The Raid, avec pur silat. C'est du pur silat. Et ce film, je l'ai vu moult fois. Il est incroyable parce qu'il est aussi chorégraphié par Rico. Absolument. Donc, on est de la même école quasiment. J'ai eu plusieurs écoles et l'une des écoles que j'ai pratiquées, il en fait partie. Qu'est-ce que tu vas faire là pendant tu vas partir combien de temps et où et pourquoi? je pars plus d'un mois et demi, quasiment, ça fait quasiment 2 mois, ça fera quasiment 2 mois, pour Jakarta, donc pour la capitale actuelle d'Indonésie. Cet immense pays, cet archipel en fait de 17 000 îles. Hein. Ah ouais. C'est une vraie dinguerie. Qui se trouve, comme vous le savez, en Asie du Sud-Est. C'est même un des plus grands pays d'Asie du Sud-Est, même un des plus grands pays d'Asie, hein, tout court, avec la Chine. En fait, c'est un peu un back to the roots, c'est un retour aux sources de mon art martial que je pratique depuis 1997. Waouh. Que j'ai découvert. D'ailleurs, tu vois, ce qu'on parlait tout à l'heure de la présence arménienne, etc. L'un des mentors qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'est un Arménien, c'était celui qui préside le club, pour qui j'ai une admiration et une affection très particulière. Ce que j'ai découvert au collège, hein. J'étais au collège quand j'ai découvert cet art martial, qui est très méconnu dans le monde, qui l'est encore particulier en France. Alors maintenant, les gens, c'est ça qui est rageant, c'est que les gens voient les films, mais ils ne savent pas, parce qu'il va pas dire je fais du penchak. C'est ça. Et donc, il fait du kung-fu, il fait du karaté, machin, et tout. Et alors que c'est un art martial qui a une histoire de malade, dans laquelle donc je suis passionné depuis, mais vraiment, je suis un grand malade de cet art martial-là. J'ai eu la chance vraiment de le découvrir en plus par de très belles voix et de très bonnes manières. Et parce que ce qui est particulier, c'est que c'est un art martial qui fait partie d'un des rares arts martiaux que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui a maintenu sa tradition ancestrale vraiment intacte. Pour vous donner un exemple, je vais donner l'exemple opposé extrême. Les arts martiaux japonais ont été charcutés, déconstruits, détruits et recomposés et redéfinis de manière très intense, surtout entre la fin du 19e et le 20e siècle. Ce qui fait que vous avez... parce que, en quelque sorte, il n'y a pas les... Normalement, comme quand je vous dis Penchak Silat, normalement, donc ça veut dire que dans l'absolu, en Indonésie, ça se pratique en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, à Brunei Darussalam, et un peu aux Philippines, même si Philippines, ils ont développé aussi leur propre art. Mais c'est vraiment l'art martial de l'Asie du Sud-Est et donc de la culture indo-malaisienne, comme on le répète souvent. Et donc, ouais... alors que par exemple, tu vois, si tu dis les arts martiaux japonais, on dit l'art martial indonésien, c'est le Penchak Silat, et normalement on devrait dire l'art martial japonais. Et l'art martial japonais, c'est le Bushido, la voie du samouraï, la voie du guerrier. Tu vois, c'est l'arme du guerrier qui avait dedans l'ensemble des techniques qu'on retrouve éclatées dans les différents arts martiaux japonais. D'accord, ok. Tu vois, et dès que tu vois éclatement, c'est qu'il y a eu un problème. Parce que c'est logique, la racine même des arts martiaux, c'est d'être un art complet qui permet de gérer la guerre. Même s'il y a évidemment des styles. Le Penchak Silat est un art martial qui existe depuis à peu près 2300 ans. Ouais. Il date à peu près de moins 200, moins 300. C'est-à-dire qu'il a une matrice indo-bouddhiste très forte, très très forte. Ça, dans une chronique ou sûrement sur TikTok, je rentrerai dans les détails là-dessus. J'en parlerai. Ça me semble très intéressant de le faire. Parce que ça expliquera aussi ça vient d'où les arts martiaux. Ce que j'ai vu dans les commentaires des TikTok que j'ai fait, des commentaires où les gens se posent des questions ou même des fois disent des trucs. Et on aura l'occasion de faire une chronique. De ouf. Parce que c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment moi, je trouve ça super intéressant. Et malheureusement, il y a très peu de bouquins là-dessus. Parce que c'est très initiatique, traditionnel, etc. Et après, ça a épousé assez rapidement parce que dès le 7e siècle, contrairement à ce que certains historiens ont dit, ça a épousé ensuite la religion musulmane est arrivée dans l'Indonésie, qui est la première nation musulmane du monde.
C'est parce que les gens croient que la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Ils ne sont pas du tout arabes. Hein. Et c'est la première nation musulmane, c'est le plus grand pays musulman du monde. Donc, et il y a très peu de gens qui parlent arabe là-bas. Hein. Tu vois, vraiment, il n'y a même pas d'arabisation. Tu vois, contrairement à ce que les gens ici disent. Il prie en arabe. Ouais, les rites sont encore, mais je sais même pas si c'est partout d'ailleurs. Mais je vais le voir, je le verrai bien. Mais normalement oui, ils utilisent, ça reste la langue liturgique comme on le dit officiellement. Mais pareil, là aussi, c'est un pays avec 14 confessions, c'est très complexe, c'est super riche. Et donc cet art martial, en fait, est resté complet. C'est-à-dire qu'en gros, pour le définir rapidement, c'est du kung-fu. Enfin, c'est l'équivalent du kung-fu pour la Chine. C'est-à-dire l'art d'exceller sur tous les points nécessaires à la défense et à l'attaque. Voilà. Ok. Parce que Kung Fu, à la base, ça signifie exceller. Hein. C'est répéter une chose de manière excellente. Et le Penchak, donc, c'est... Le Penchak Silat, ça signifierait, parce qu'il y a plein d'explications possibles, mais ça signifierait combat éclair. Le but, c'est pas de se taper trop longtemps. Absolument, parce que c'est trop dangereux. Ah oui, c'est plus tu neutralises rapidement. Absolument. C'est exactement ça. Et c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour l'adversaire comme pour le défendeur. Parce que ton objectif, c'est jamais de faire le mal. C'est pour ça, par contre... Ça n'a rien à voir avec l'armée israélienne, alors. Vraiment rien à voir. Vraiment. Et rien à voir avec certains sports de combat. Certains, pas tous. Et rien à voir avec certains esprits dans les arts martiaux et dans les sports de combat. Parce que là aussi, ça dépend des gens. Tu vois, il y a des gens qui vont faire de la boxe de manière très noble. Et des gens vont faire de la boxe de manière dégueulasse. Tu vois, et c'est pour ça que je balance des pics sur les MMA. Mais par exemple, moi, la principale pique que je fais aux MMA, regarde, moi, d'un point de vue technique, j'aime bien ce que ça montre comme challenge. Mélange de striking, voilà, et ce qu'on appelle, t'es dans une situation de contrainte où tu sais que si jamais tu vas que dans le striking, tu peux te faire manger dans le grappling, et inversement, si tu vas trop dans le grappling, qui peut te mettre KO. Pour moi, c'est tout. C'est que ça. Les gens, c'est un truc absolument... Calmez-vous. C'est juste une sorte de recombinaison de contraintes techniques. Mais c'est très intéressant. Par contre, moi, le délire le gars, il est par terre et tu le démontes... J'avoue, c'est un peu dur. C'est un vrai problème. Moi, en gros, tu fais ça, mais il a pas tué ta daronne. Enfin, pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est chelou quand même. J'ai vu une vidéo une fois d'un gars en MMA... Il met le gars au sol, il lui donne un coup, il voit que le gars il est out, mais l'arbitre il n'arrête pas. Bah oui. Et il dit non, mais c'est bon, j'arrête. Et l'arbitre il fait bah non. Il y a eu des gens comme ça. Et il lui dit bah non, je peux pas. Et en fait, après, il s'en voulait. Et il était là en train de dire bah tu vois bien, c'est bon. Oui, oui. Ouais. Quand on dit quand t'as un peu de noblesse, enfin même pas qu'un peu, il faut de la noblesse quoi. Ouais. Bah non, en fait. Non, mais encore une fois, parce que regarde, même là, moi j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de ce qu'on appelle la finishing touch. C'est comment terminer la personne, mais finishing, comme dans Mortal Kombat. Ah oui, non mais vraiment. Ah oui, mais ça parce que c'est l'histoire du Penchak, ça est servi pour lutter contre les colons hollandais et portugais. Donc celui qui me l'a enseigné, c'est ça. Hein, il l'a fait littéralement à main nue. Et les gars, ils avaient des armes. Bref, non mais en fait, c'est pour ça que c'est un art redoutable. C'est vraiment un art vraiment redoutable que je trouve sublime. Et il y a 4 aspects. Comme ça, on va faire très structuré. Il y a 4 aspects qui montrent bien sa tradition. La première, qu'on appelle Seni Budaya, c'est pas dans l'ordre d'importance. C'est juste les dimensions. Le Seni Budaya, c'est en indonésien, ça désigne tout l'aspect traditionnel qu'on retrouve donc effectivement dans la plupart des arts martiaux qu'on ne trouve quasiment jamais dans les sports de combat. C'est donc tu sais les katas, les tao, tu vois, nous en silat on appelle ça les jurus. Donc c'est des mouvements traditionnels qui ont l'air folkloriques, qui ont l'air d'être un peu de la danse, alors qu'en fait ils sont fondamentaux parce qu'ils permettent en fait à l'individu qui s'entraîne au pesilat, hommes et femmes, de travailler ce que moi j'appelle le balisage, le balisage géocorporel. C'est comment en fait tu situes ton corps dans l'espace. D'accord. En toutes circonstances, en toute situation. Et tu le fais de manière stylisée pour que ça soit mémotechnique, comme une danse. D'accord. Tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on retrouve en combat traditionnel, on exécute ce qu'on appelle des lankas. Les lankas en indonésien, ça signifie des déplacements. Et c'est des déplacements qui se font toujours de manière très, très harmonieuse, limite dansée. D'accord. Et c'est fait pour en fait distraire, détourner l'attention de l'adversaire. D'accord. Et des fois, on se tape sur les cuisses pour créer des illusions de coups. Comme ça joue sur son attention. Enfin, il y a tout un truc. C'est magnifique. Donc ça, c'est Seni Budaya. Voilà, c'est structure, machin. Ensuite, tu as l'aspect Olahraga. Olahraga, c'est l'aspect muscu, physique,
force. Ça, donc ça va de aussi bien la question du poids de corps, quand on fait de la muscu au poids de corps. On n'aime généralement pas les machines, mais on l'utilise aussi parce qu'on se modernise. Hein, voilà. Ouais. Mais l'olahraga est plus connu pour ce qu'on appelle en indonésien le tanding. Le tanding, c'est les combats. Mais c'est les combats, donc plus chorégraphiés, c'est des combats de compète. C'est ça, c'est cette compétition. J'ai été champion d'Europe de tanding, parce qu'il y a les championnats de tanding et le championnat de Sinibudaya. D'accord. Et le Sinibudaya, tu fais des katas, tu dois les faire synchronisés avec 3, c'est magnifique, dans un temps record et tout, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, l'olahraga, c'est ça, c'est le tanding, et le tanding, c'est le combat. On fait ça avec des plastrons. On n'a pas le droit de taper le visage et la tête. C'est très sérieux chez les Indonésiens et les Malaisiens. Et l'Asie du Sud-Est. Tu sais que même caresser la tête de quelqu'un, c'est malvenu. C'est très malvenu. Ils considèrent que l'âme est dans la tête. Ok, d'accord. Et il y a une question d'honneur. C'est même pour ça qu'on met des foulards. Les Indonésiens, dans les cérémonies, mettent des foulards, hommes comme femmes d'ailleurs, pour symboliser en fait l'importance de l'âme étant faite. Ok. Tu vois, c'est trop stylé. Et d'ailleurs, on considère que c'est un élément d'humiliation d'enlever le foulard. Ah, okay. Et il y a des combats où ils font ça. À un moment donné, le duel, c'est vas-y, tu vas essayer d'attraper le foulard. Tu vois, il y a vraiment cette honorabilité. Okay, et pour répondre d'avance, même si je l'ai déjà fait avec des amis de boxe anglaise ou de thaï, etc., ou même de MMA, il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme des tarés à se défoncer la tête pour savoir donner des coups sur le visage et savoir les éviter. C'est pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire. Bref. Donc le plastron, parce que du coup, vous tapez que le corps. C'est que le plastron qu'on a le droit de frapper. Il y a que le plastron qui donne des points. Un coup de poing, c'est 1 point. 2 coups de poing d'affilée, c'est toujours 1 point. Un coup de poing, un autre mouvement, un autre coup de poing, c'est 2 points. Un coup de pied sur le plastron uniquement, c'est 2 points. Et faire tomber, c'est 3 points. Donc tomber, soit on peut saisir, soit on fait un fauchage. Par des balayages. On a des balayages très mystiques, de ouf. Et donc, ce qu'on appelle les sapuan. Et en fait, voilà, donc olahraga, donc voilà, moi je vais dans une compétition où on fait ça. D'accord. On va faire des combats. Parce que là, il va y avoir une compète à l'issue de ton 2 mois d'entraînement. C'est ça. Il y a les championnats du monde de Pencak Silat qui vont avoir lieu à Abu Dhabi du 16 au 22 décembre. Où en fait c'est le monde entier qui va s'affronter. Donc là, tu t'entraînes, là, tu vas partir la semaine pendant 2 mois pour pouvoir être prêt. Exactement. Pour ensuite, à la fin d'année, repartir voilà, avec une semaine quasi. À Abu Dhabi et combattre tous ceux de ma catégorie. Pour représenter la France. C'est ça, c'est exactement ça. Et vous c'est êtes tout à fait ça. Représenter la France. On n'est pas nombreux, on est 4. Ah ouais, on est 4. Putain, un truc de ouf. Non, ça c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Alors le 3e point. Ouais, voilà. Donc je te dis Sinibudaya, olahraga. Ouais, voilà. Il y a le beladiri. Le beladiri, c'est ce qui est le plus connu du silat sans que personne ne sache ce que c'est du silat. C'est le self-défense. C'est là qu'un certain Ukrainien a tout pompé dans les années 70. Il a dit, ça s'appelle le Krav. C'est un Ukrainien qui a inventé le Krav. Ouais, dans les années 70, c'est tout à fait. Voilà. C'est ça. Et lui, il a repris que cette branche-là. C'est du plagiat. Et nul. Et du plagiat nul. Il a je le dis. Rajouté, les doigts dans les yeux et les trucs comme ça. Oui, voilà, tout simplement. Voilà, on a compris. Tout à fait. Et donc, voilà. Mais c'est de la merde. Enfin, il y a des gens, je l'ai vu un petit peu, il y a des vrais, les Douyeb, machin. Richard Douyeb, c'est l'importateur en France, qui a fait des trucs un peu axés, parce que ça s'est matché avec Charles Jousseau. Charles Jousseau, c'est un Français qui a découvert le silat. Lui, après, comment il s'appelle là, le mec qui fait plein de vidéos? Franck Ropers, qui est aussi un peu de la même génération que Charles Jousseau, un peu plus jeune que Jousseau. Ils se connaissent aussi. Et eux, par contre, tout de suite, ce truc police, self-défense. Donc le beladiri, ça veut dire l'art de la guerre. Mais c'est particulier parce que ça, par contre, c'est très sérieux dans le silat. Parce que, tu vois, le olahraga, c'est je combats, tu combats. Là, le beladiri, le but du jeu, c'est de désarmer quelqu'un. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est le self-défense par excellence. Ah ouais, c'est quelqu'un qui arrive avec une arme, il faut pouvoir... Ouais, donc c'est comment savoir se défendre dans toutes circonstances. Si tu veux, c'est ce que j'ai vraiment assimilé du silat. Le silat est un art martial paranoïaque. Mais dans le sens noble du terme. On essaye en tout cas, on est dans une tension où on essaie de penser à tout. Alors même que dans les arts martiaux, il ne faut pas penser trop. Hein. Tu vois, c'est le paradoxe. Pour essayer d'avoir un peu de lâcher prise. Mais l'idée, c'est que, en gros, si quand tu me donnes un coup de poing, je vais le dévier, je dois penser à l'autre coup de poing qui pourrait arriver. Je dois penser à tes autres jambes que tu vas pouvoir utiliser. Parce que tu utilises les jambes et les poings dans le... Absolument, on utilise tout. Même les armes blanches.
Et on est des vicieux dans les armes blanches. Le silat, c'est des armes indonésiennes, malaisiennes. Le karembit, la fameuse lame d'Andraptor. Là. Tu sais, elle se cache par une poignée. En fait, c'est une poignée comme ça. Tu as un anneau en fer qui est au bout de la poignée. Et ensuite, tu as une lame qui fait comme une dent de raptor. Ou une griffe de raptor plutôt. Et en fait, cette lame, tu vois, elle se cache dans la ceinture. Parce qu'on a toujours une ceinture. Donc toi, tu veux que l'anneau, tu comprends pas en fait. Donc dès que tu le saisis, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Mais c'est une arme redoutable. C'est surtout fait pour les articulations. Tu tournes, machin, tu les récupères. Bref, c'est une arme redoutable, vraiment redoutable. Okay, et avec aussi l'arbre emblématique des mondes indo-malaisiens, le keris, qu'on retrouve dans Dune. Il l'appelle Chris, mais c'est ça en fait. C'est le couteau sacré de la culture indonésienne et malaisienne. Parce qu'il la forge depuis des millénaires dans du fer météoritique. Wow. Ouais, le forgeron, il va jeûner pendant 1 mois et tout. Non, mais c'est un truc de fou. Oui, dans une forêt. Alors, ceux que tu vas trouver en commerce vite fait, non. Mais les vraies armes, souvent en famille. Et ça se trouve là-bas, tu vas en. Ah, je trouve. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. En trouver une. Mais tu sais que par exemple, dans les mariages, c'est très sérieux. Dans les mariages. Ça te coûte une blinde ou même pas forcément? Ça dépend. Après, il y a la question. C'est comme pour le Japon, parce que tu vois, le katana, c'est très sérieux. Le katana, c'est à peu près la même chose. Hein. Le mec, il fait un travail de fou, comme on peut le voir dans Demon Slayer. Il y a Mourad dans le chat qui est chaud pour aller à Abu Dhabi. On aimerait trop venir pouvoir te soutenir. Ah, ça serait magnifique. Ah ouais, non, ça serait. En plus, ça te donnera de la force à l'art martial. Mais non, ça serait top. Mais de toute façon, on en reparlera. Mais ce que je vais essayer d'avoir plus d'infos aussi là-dessus pour les conditions, parce que à part le vol et l'hôtel, le reste normalement c'est gratos. Mais il faut pouvoir y aller, quoi, c'est sûr. Et donc je te disais, tu vois, en gros, la lame, donc même pour les mariages, c'est tellement sacré et précieux. Le keris, en fait, il est donné comme dot à l'épouse. Et il y a des histoires, c'est très beau. Hein. En fait, la femme a le droit de l'utiliser s'il y a infidélité. Ah oui, Il y a eu des histoires où en fait la lame elle suit l'infidèle, etc. La lame elle part toute seule parce qu'elle est habitée. Non, il y a c'est magnifique. Moi j'adore ce que ça incarne. Et c'est pour ça que on la donne solennellement, c'est de dire je me mets à ta merci. En fait, ça c'est très 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 fort. Dans l'Indonésie, il y a un délire, il y a un vrai délire. La culture javanaise en plus en particulier. Et donc tu vois, donc self-défense, c'est ce que tout le monde voit. Ouais. On est presque des inventeurs. D'accord. Dans le silat là-dessus. C'est pas pour faire genre, vraiment. Sûr, Et le 4e, c'est ilmu batin, qui est une indonésianisation de l'arabe ilmu batin, qui signifie en fait la connaissance de l'intérieur. Alors, c'est souvent qualifié de connaissance ésotérique, mais c'est une dimension que tu ne retrouveras pas partout dans là où on fait du silat en Europe ou en Occident, mais par contre que tu retrouveras partout dans le monde asiatique où on fait du silat. C'est la dimension spirituelle morale. En fait, le minimum, comme je le dis d'ailleurs à ceux à qui je donne cours de Penchak en France, j'en dis, le minimum, c'est se connaître soi-même. Connaître ses défauts et ses forces. Connaître ses peurs et ses doutes, ses qualités, ses défauts. Tu vois, c'est connaître tout ça parce que c'est ce qui te permet de mieux gérer l'art martial et de mieux savoir comment l'utiliser. Et ça, c'est vraiment... Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça, c'est le minimum. Mais le maximum, c'est ce que disait le maître Adityo Hanafi, qui est celui qui a enseigné à celui qui m'a enseigné. Qui est mort généralissime pour l'Indonésie, tu vois, non, c'est un truc de ouf. Et ben, il y a une dimension spirituelle, c'est la question morale. On a une responsabilité énorme du fait de maîtriser cette capacité-là, de maîtriser cet art-là, parce que ça s'appelle le pouvoir de tuer, de retirer une vie. Donc ça te responsabilise énormément, ça te responsabilise pour sauver des vies. C'est que du coup, tu as une responsabilité de ne jamais laisser une vie mourir devant toi, si tu peux l'empêcher. C'est toute une force, donc une responsabilité, un pouvoir. Ah ouais, et donc ça amène à ce que tu aies une conscience morale très poussée. D'ailleurs, c'est pour ça que tu sais qu'avant, le Penchak Silat ne s'enseignait pas dans les écoles. Ça s'enseignait dans les familles. Ah oui, d'accord. Il fallait limite, vraiment, si tu voulais apprendre, il fallait que tu te maries avec la fille d'un maître et tout. Ouais. Vraiment. Ou sinon, tu étais le fils d'un maître. C'est génial. Et quand il te correspond bien en fait cet art martial. Non mais de ouf. Ah franchement, tu dois prêter serment sur un livre saint quand tu veux juste devenir élève. Tu vois, tu deviens pendekar. Il y a un vrai engagement qui n'est pas que physique, mais il y a tout un truc moral. C'est ça. Il y a même des fraternités dans lesquelles peut-être même je vais sûrement même faire un rite initiatique là-dessus. Là-bas, je vais aller dans le village où c'est né et tout. C'est ce qu'on appelle le Persaudaran. C'est la fraternité en fait du Seti Ati Te Ate. C'est la voix du cœur
du cœur et de la fraternité. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. Et ben merci de nous avoir plongé dans ça. Franchement, on a trop hâte de suivre. Bah alors du coup, qu'est-ce que ça va donner pour les CKR? On va aller continuer. On se sera au rythme indonésien. Voilà, au rythme indonésien. C'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir le mardi et le jeudi, sauf que probablement ce sera à l'heure du déjeuner. C'est ce qu'on s'est dit. Ouais, parce que comme il est à 18h, normalement j'ai fini l'entraînement. Ouais. Parce que c'est 7 heures d'entraînement 7 heures chaque d'entraînement, jour. il va se taper chaque jour. Je pense que je serai encore vivant à 18h. Donc midi. Donc voilà, pendant votre pause déj au taf, vous pourrez nous mettre en fond et nous écouter pendant 2 mois. Voilà, ce sera comme ça. On va faire les épisodes à distance. Et puis, on va s'adapter. On espère il va revenir changer. Hein. Hamza, là, je pense qu'il va revenir. Ça va être Ragnar le Breton. On va pas le reconnaître. Mais en tout cas, c'est trop cool. En tout cas, j'ai trop hâte. Si on peut aller te suivre à Abu Dhabi, on le fera. Hein, je vous le dis. Hein, parce que franchement, ce serait top. Bon, je sais que moi, je serai sur scène déjà. Mais bon, ça donne tellement envie là. Il va représenter la France. Excusez-nous. Donc, non, en tout cas, c'était trop cool. En tout cas, bah, merci de nous avoir partagé ça. C'est un on plaisir, va te suivre à fond. Ça me donne envie de faire du punchak. Je vais pas te mentir. Mais je sais. J'ai envie d'essayer. Normalement, je vais. Si tu veux faire un jour une masterclass oui. où tu veux nous mais je pense que je vais, bases, je vais chaud, hein. je vais je voir pense que les cracks sont chauds. Je vais voir comment ça va être faisable, mais je vais même utiliser cet élan-là, un peu l'énergie qui est autour de ça pour pouvoir en profiter. Parce que depuis longtemps, je vais faire un club, je pense, à Paris. Un club? Ouais, je pense qu'on va faire ça tout simplement. Parce que je pense que c'est la tête. Voilà. Ça va être stylé. Ouais, faut que je trouve les conditions. On va voir. Trouvez-nous le nom pour son club de Penchak. On va voir, mais ouais, parce que je pense que c'est pas. Il y a un côté initiatique aussi qui est pas facile, c'est que parce que t'as 3 statuts. En fait, t'as ce qu'on appelle le Mourid, ce qui est l'aspirant. Ensuite, la Pendekar, c'est celui qui est l'élève assistant. Ouais. Et ensuite, c'est Guru. Alors, ça fait bizarre parce que ça fait gourou, mais c'est le terme en fait indonésien pour dire maître. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à fuir. Moi-même, donc je vais être un Pendekar, mais. On va essayer de faire tu sais quoi, si on arrive à faire un truc. Si on arrive à faire un... Faut que je trouve un lieu, voilà, c'est toute ma réflexion dans le sud parisien. Dedans, on peut trouver un bureau dans lequel on cale nos caméras et tout. Comme ça, au moins, tu vois, on mutualise. D'un côté, on aura le dojo, puis après, t'as les bureaux, et là, t'as le setup excellente idée. Et là, on fait nos émissions, machin. C'est une excellente idée. Franchement, ce serait top de mutualiser ça comme ça. Parce que, et même filmer quelques séances d'entraînement, etc. Et puis, du coup, en plus, on a le matos et tout, donc on peut faire aussi la communication autour du truc et tout ça. Non, mais moi, je sais que Orion, moi, je sais que vraiment les gens vont... Parce que je le dis, cet art martial est incroyable. Vraiment. Un coup de mandale. Voilà, on apprenait. Non, mais vous vrai, ça c'est. Et puis il y aura un coin bibliothèque aussi. C'est la base. Café philo. Évidemment. Donc on pourra faire aussi nos petites. Avec du café de Java, tiens. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Trop stylé. Et on t'envoie toute notre force. Ça me touche vraiment. Ok. Mais on garde contact de toute façon. Ah oui. Je vais sûrement être bizarre la première semaine. Ouais, voilà. Tu couperas au montage des fois. Ouais, t'inquiète. Mais bon, ça sera le choc. Mais voilà. Après, sinon, ça roulera. Bah nickel. Mais je vais vlogger. Ceux qui n'ont pas de compte TikTok, prenez-en. Ça vaut le coup juste pour ça. Vraiment. Voilà, pour Dr H. Parce que je ferai même des lives. Ouais. Je pense que je ferai des lives à des horaires pas possibles, mais c'est normal pour vous imprégner un petit peu c'est bien ça. du truc, et je vais essayer de vlogger parce que l'Indonésie est un pays merveilleux. Et t'as vraiment... un super iPhone. Donc en plus, ça c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, Dr H. C'était trop cool. Merci à vous de nous suivre et de nous soutenir sur Tipeee, sur les plateformes. N'hésitez pas à les 5 étoiles, ça soutient, de partager, de liker sur YouTube aussi. Merci pour la force que vous donnez. Pour celles et ceux qui sont autour de Rennes, j'y serai demain, vendredi. Pour jouer mon spectacle, un spectacle particulier, c'est un seul enseigne, il y a de la musique qui est trop bien. Merci beaucoup. Vraiment, je le dis très bien. Merci beaucoup. C'est pas parce que non, ça fait plaisir. Merci. Si Dr H valide, c'est bon, je peux dormir en paix. Et j'y serai en plus avec Gaël qui sera là, donc on se fera plaisir de vous voir. Et puis d'ailleurs, allez checker la chaîne YouTube de Gaël, la dernière vidéo avec Yannick Zaché de joueurs de basket pro. Koh-Lanta, que s'est-il passé? Comment t'en viens à faire une carrière incroyable? Et évidemment, bonjour à Gaëlle, tout le monde te passe le bonjour. Et elle vous dit coucou. Mani, depuis tout à l'heure, il miaule. Là, ça y est, c'est barré, il fait la gueule, donc on va lui ouvrir la fenêtre. Et je vous dis à dimanche pour les cracks qui sont dispo. À dimanche, heure du goûter avec Gaëlle pour le quoi d'autre. Sinon, je vous dis passez une très bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao, ciao. C'est la mode magie, comme disent les Indonésiens. Ah.